Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Cinessentiel. Cinessentiel, c'est une mini-série cinécure dans laquelle Charles-Édouard Wasselin et moi-même, David Emmanueli, discutons de l'œuvre d'une personnalité de l'industrie du cinéma. Pour cette première saison, nous avons décidé de nous attaquer à l'œuvre de Henri-Georges Clouzot. Qui était-il ? Qu'a-t-il créé ? Quelle a été son influence ? Comment est-il aujourd'hui considéré ? En quelques épisodes, nous allons analyser sa filmographie pour tenter de répondre à ces questions. Charles-Édouard, bonjour, comment vas-tu ? Eh bien écoute, je ne vais pas trop mal. Je suis un peu fatigué, mais rien de fou. Donc non, je suis content d'être avec toi pour parler de ce film. Voilà, je suis bien. Ce film, comme vous le savez peut-être, si vous avez suivi, ce sera Les Diaboliques. Nous nous étions arrêtés au Salaire de la peur, véritable tournant dans la carrière de Clouzot et coup de tonnerre dans le cinéma français. Et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder ce 7e long métrage, Les Diaboliques. Comme d'habitude, ça va divulgacher à fond la caisse, donc s'il vous plaît, voyez le film avant. Allez, on y va. Non, je veux pas. Je peux pas. J'ai même pas eu le courage de divorcer, alors. Ça te tient toujours, hein. Tu l'aimes encore. Mais non, tu peux pas comprendre. Non, je suis si bête. Le divorce est un péché mortel, figure-toi. Ça alors. Tu vois? Et le couteau que tu as trimballé dans ta poche pendant un mois, c'était pas un péché mortel? J'étais jalouse, j'étais folle. Mais de là à combiner cette chose, non. Ben, comme tu voudras, seulement réfléchis bien. Parce que nous ne trouverons jamais une meilleure occasion. Nous avons exactement nos 3 jours devant nous. Tout le monde sait que je pars pour New York. Je t'aurai emmené te reposer, voilà tout. Tu crois pas à l'enfer, n'est-ce pas? Depuis l'âge de 7 ans. Moi, j'y crois. Alors, on reprend donc la vie de ce bon vieux Henri-Georges Clouzot pour savoir un petit peu où on en est. Tu l'as dit en introduction, le Salaire de la peur a triomphé. Clouzot, il est déjà parti sur autre chose, quoi. Et en fait, je pense que ça lui donne un peu des ailes parce que dans sa tête, il se dit tiens, je vais faire un film à propos social, quoi. Puisqu'il y avait toute cette partie, on l'avait dit, hein, sur le capitalisme qui était quand même assez féroce de la part de Clouzot. Il se dit bah, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, on y va, c'est parti, quoi. Et en fait, le gars, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut adapter d'abord, en premier lieu, le roman Coup de lune de Simenon. Ouais. Qui est en fait un roman sur la désillusion d'un colon en Centrafrique. Et puis finalement, le gouvernement ne va pas lui autoriser. En gros, c'est un peu une fin de non-recevoir. Directement, le gouvernement lui dit c'est hors de question. Et puis du coup, il dit c'est pas grave, je vais parler de Mort en fraude de Jean Hougron, je vais adapter ça. Et ça parle de la guerre d'Indochine. Donc, en gros, pas chaud du tout, le gouvernement non plus, mais là, cette fois-ci, il lui donne un émissaire, un officier qui est responsable de la propagande. Et cet officier-là, il s'arrange avec lui pour obtenir un scénario qui irait à tout le monde, quoi. À lui d'une part et à l'officier d'autre part. Donc, en gros, il faut que ce soit, qu'il y ait des sacrifices qui soient faits de chaque côté pour se rencontrer au milieu, quoi. On va dire ça comme ça. Une fois qu'ils sont arrivés sur des accords, donc il y a des personnages qui sont créés pour satisfaire tout le monde et que tous les côtés soient bien exposés, tout ça. Le gouvernement dit c'est hors de question. Alors à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a une affaire, alors j'ai pas très bien compris parce que je suis pas hyper fort en économie, mais il y a une affaire de monnaie qui a éclaté là en France et qui est un peu un scandale. Apparemment, il y a des officiers qui s'enrichissent en important de la monnaie d'Indochine parce que l'Indochine répond à une monnaie particulière. Je crois que ça s'appelle l'affaire des piastres, si je me trompe pas. Ah oui. Et voilà, cette affaire-là, j'ai pas bien saisi de quoi il s'agissait parce que, encore une fois, je suis vraiment une catastrophe en termes d'économie et de mathématiques. Mais en gros, il y a des gens qui ramènent de l'argent, le cachant et ensuite le convertissent et du coup gagnent je sais plus combien de pourcentage en plus et s'enrichissent de cette manière-là. Donc l'Indochine, c'est déjà c'est un bourbier pour la France et en plus de ça, il y a cette affaire. Donc en gros, le gouvernement lui dit que non, quoi. Et pour le premier, pour la Centrafrique, le gouvernement lui a dit oui, bien sûr, si vous changez ça, si ce personnage-là n'est pas là et si tel truc est comme ça, alors à ce moment-là, oui, vous pourrez faire le film. Donc en gros, le film était complètement dénaturé. Donc ils n'ont pas dit non, mais Et comme on sait que Henri-Georges adore faire des concessions. oui, c'est vraiment son truc, exactement. Mm. Il a dit allez vous faire foutre, quoi. Et du coup il se fend quand même d'un article, d'une espèce d'édito dans l'Express où en gros il feint de l'étonnement de pas comprendre. Il feint l'étonnement de dire les écrivains peuvent faire ça, les musiciens peuvent faire ci, mais nous on n'a pas le droit de faire ni ça ni ci. En gros, dès qu'on veut faire un film, on est passé sous silence, donc il est un peu en colère, je crois. Et on peut le comprendre. Donc ça c'est la première partie. Donc là, en termes de social, on va pouvoir aller se faire foutre, parce que clairement ça ne marchera pas. Et du coup, il se base sur une émission radiophonique, une émission qui est tenue d'ailleurs par Jacques Rémy.
qui s'appelle Ne quittez pas l'écoute. Et il veut tourner un film qui s'appellera donc, alors ça s'appelle pas comme ça au début, mais c'est ce que ça deviendra, Si tous les gars du monde. Et en gros, Si tous les gars du monde, c'est un peu une histoire de radio et de solidarité et de comment certains opérateurs radio aident un vaisseau qui est en mer et qui visiblement souffre d'une épidémie pour trouver un antidote et tout ça. Donc en gros, c'est des relais radio qui se font et l'antidote serait trouvé en Italie, puis passerait par la France et ensuite l'Allemagne pour rejoindre la Norvège, d'où il partirait en mer pour aller rejoindre l'équipage. Enfin bon, bref, il y a toute une histoire de solidarité et d'Europe solidaire qui est un peu ce qui tient à cœur à Clouzot dans ce projet-là. Mais Clouzot étant Clouzot, un projet optimiste n'est pas vraiment un projet pour Clouzot. Donc en fait, il écrit effectivement bien le scénario en se basant sur cette émission et sur ce truc qu'il avait trouvé là. Et en fait, quand il a fini d'écrire le scénario avec son frère, Jean Clouzot, donc toujours, et il dit ça m'intéresse pas, j'ai pas du tout envie de le faire, donc il dit quelqu'un d'autre a qu'à le faire, et au final ce sera Christian Jacques qui le fera. Et ça s'appellera donc Si tous les gars du monde. Personnellement, je l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi, David ? Absolument pas. Bon, voilà, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je sais que par contre, Clouzot avait envie d'utiliser ce film-là pour tourner en cinémascope et en Technicolor. Et en fait, ce film-là se fait pas, et sur Les Diaboliques, c'est pas vraiment adapté. Mais on voit que c'est quelque chose qui le questionnait déjà. Oui, la couleur, là, j'ai envie de dire, il serait temps, parce que Les Diaboliques, ça va être un film qui sera à contre-courant, on va en parler, mais en tout cas, esthétiquement, ça sera un film à contre-courant. Bon, on y reviendra. Juste un petit incartade, là, enfin un petit écart. Juste un petit écart, Jacques Rémy, c'est un scénariste, il a notamment écrit sur Les Maudits de René Clément, qui est un film que moi j'ai vu, qui est fantastique. Je sais pas si tu l'as vu, un film à huis clos. Oui. Voilà, très très bon film de sous-marin. Enfin, très très bon film de sous-marin, un des premiers films de René Clément. Et c'est aussi Jacques Rémy, le papa de Olivier Assayas. Voilà. La grande famille du cinéma français. Voilà, exactement. Bon, pas du tout le même genre, je pense, mais voilà. Jacques Rémy, c'est quand même quelqu'un qui a écrit quelques trucs, notamment donc ce truc-là de René Clément, et le papa d'Olivier Assayas, donc c'est quand même pas... Voilà, c'est rigolo, quoi. Alors ensuite, il achète... Enfin... Plus exactement, la façon qu'il a de fonctionner avec Vera, puisque ça y est, là maintenant ils sont en ménage, ils sont installés, ils sont partis s'installer d'ailleurs à la Colombe, à Saint-Paul-de-Vence, avec non loin des Montants qui vivent aussi là-bas. Montants Signoret, oui, tout à fait. Qui leur ont fait découvrir les joies du Sud. Voilà, et les joies de vivre à l'hôtel, puisque Vera, elle, vivre à la maison, ça l'intéresse pas du tout. Oui, d'ailleurs, bon, ça c'est vie privée, mais ils font construire une maison, faire des travaux dans une maison, puis finalement ils décident de vivre à l'hôtel. C'est ça, en fait ils découvrent la Colombe et ils veulent plus repartir, quoi. Donc voilà, donc du coup, un soir, en gros, je pense que Clouzot, il utilise quand même bien Vera pour faire ses projets en sujet de film. Et en gros, il lui dit, il faut que tu lises ça. Et il a un livre qui s'appelle Celle qui disparaît. Non, Celle qui n'était plus. Celle qui n'était plus. Ouais, de Boileau et Narcejac. Ouais. Et en fait, il lui dit de lire ça, comme il lui doit lui dire d'ailleurs de lire des centaines et des centaines de trucs. Et finalement, elle le réveille. Alors, j'ai plusieurs versions, mais moi, celle que j'aime bien, c'est celle où elle le réveille. Voilà. Et elle lui dit, tu devrais quand même lire ça. Donc, ok, il se met à le lire, il est 2h du matin. Ouais. Il le lit et en fait, aux alentours de 5h, il dit non mais ça va, j'ai compris. Oui, c'est ça. Il en arrive à la moitié, il dit j'ai tout compris. C'est bon, je sais comment ça finit. Et Vera lui dit non, continue. Et alors là aussi, plusieurs versions, mais moi je vais couper la poire en deux parce que j'ai des versions qui disent à 9h, des versions qui disent à 10h. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'à chaque fois tu lis des différents sujets et tu dis alors donc c'est quoi. Donc à 9h30, les droits de Celle qui n'était plus de Boileau et Narcejac sont acquis par Clouzot donc. Et donc, il prend contact avec les écrivains, il achète les droits, et ensuite, il va commencer à discuter un petit peu avec eux. Et donc, là, c'est, si tu veux, en gros, Boileau et Narcejac, c'est la première fois qu'ils écrivent ensemble, c'est leur premier livre, donc ils sont quand même estomaqués de voir que Clouzot est intéressé par leur bouquin. Et puis, ils sont un peu comme des enfants, quoi. Ils sont un peu genre, ils savent pas trop, quoi. Et puis, la façon qu'ils ont de décrire Clouzot, c'est assez marrant, quoi. Visiblement, ils le décrivent un peu comme un fauve, comme quelqu'un qui étudie beaucoup les gens avec qui il discute, qui observe, qui est très... voilà, il est très dans la... Mais à la fois quelqu'un qui tient pas en place, qui... Ouais. Qui est très nerveux, quoi, qui est dans l'action, il n'est pas dans la discussion. Exactement. Et donc, du coup, voilà, donc la première prise de contact est faite, tout ça, puis d'un seul coup, plus rien. Ils rompt le contact complètement avec Boileau et Narcejac, donc eux, ils pensent que c'est terminé. D'autant que un monsieur quand même important du cinéma mondial se montre intéressé pour acheter les droits lui aussi. Mais qui cela est-il ? Ben voilà, merci, je te remercie de faire vivre le suspense. Eh bien, il s'agit de Alfred Hitchcock. Qui ça ? Alfred Hitchcock. Ah. Voilà, je ne sais pas si tu connais, petit réalisateur britannique qui a fait une grosse partie de sa carrière aux États-Unis et qui est spécialisé dans tout ce qui est lui aussi intrigue,
nature humaine aussi, on peut le dire. Ils sont un peu frères artistiques entre guillemets, quoi. Sauf que je pense que Clouzot avait plus de potentiel esthétique que ne l'avait. Esthétique, il y a plus un travail sur l'image et la plastique, j'ai envie de dire. Voilà, et surtout Clouzot avait parfois des propos que Hitchcock avait quand même rarement. Moi j'aime beaucoup les films de Hitchcock, mais il y a quand même rarement un propos extrêmement profond. Enfin, Clouzot disait toujours je vous mets au défi de trouver un film à lui où il veut dire quelque chose, quoi. Bon, après c'est toujours un peu la petite truc de celui qui est la plus grosse, quoi. Mais voilà, en gros c'est quand même pas rien. En fait, Clouzot, pendant ce temps, lui, il est en train de démonter complètement tout le roman, un peu comme on démontrait un moteur de bagnole, quoi, tu vois. Et pour pouvoir ensuite le remonter à sa manière. C'est ça, parce qu'on voit dans les interviews, il envisage plusieurs possibilités. Il se base sur la mécanique du roman, mais il inverse les personnages, il rajoute de la psychologie, c'est quand même assez... La base est là, le mécanique est là, mais il rajoute des choses, quoi. Il enrobe un petit peu. Et il a quand même un problème majeur, c'est qu'il faut bien faire rentrer Vera là-dedans. Parce que Vera, il l'a fait jouer dans Le Salaire de la peur, donc un petit rôle, un rôle de prostituée, hein, quand même. Enfin, si c'est pas vraiment complètement une prostituée, c'est qu'on va dire que c'est une esclave sexuelle, quoi. Une femme soumise. Voilà, elle apparaissait, quoi. Là, il veut en faire son rôle principal. J'ai envie de dire malheureusement. on en reparlera. On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Mais donc, il est en train de tout casser le roman, tout remonter pour que ça puisse, pour faire rentrer Vera. Alors certains diront au chausse-pied. Moi, personnellement, c'est pas mon avis, mais on va en reparler quand on parlera du film. Je suis quand même fasciné de voir. Alors, j'ai pas lu le bouquin de Boileau et Narcejac, donc je peux pas non plus être fasciné au point de dire regardez ce qu'il a fait avec Laurent. Je l'ai pas lu, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose de fascinant chez Clouzot, et il a cette on a l'impression de voir une espèce de foreuse, tu sais. Il avance, il casse les trucs au passage, il défait, il démonte, mais au final, il reconstruit quand même quelque chose derrière. Et le film, est super. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que là, Boileau et Narcejac, donc ils n'ont plus aucun contact avec lui, ils ne savent pas. Eux, ils seraient peut-être intéressés à vendre les droits à Hitchcock, hein, évidemment. Et en fait, ils apprennent par voie de presse que Clouzot est en train de faire passer des entretiens à des enfants, alors que dans Celle qui n'était plus, il n'y a absolument pas d'enfants. Donc ils sont un peu... il a laissé tomber. Et pas du tout. En fait, Clouzot, il a trouvé ce qu'il voulait faire. Donc après avoir hésité, comme tu disais... C'est ça, parce qu'il se demandait un petit peu où il allait situer le roman, et il a finalement jeté son dévolu sur un pensionnat. Alors, il est passé par un sanatorium au début, ensuite il est passé par une grande maison à Biarritz, puis finalement dans les domestiques de cette même grande maison bourgeoise, et là finalement effectivement une institution d'éducation. Et après là c'est assez, enfin tout ça c'est de la construction, hein, mais c'est intéressant de voir qu'il n'a plus aucun contact avec Boileau Narcejac. À la limite il leur demande même pas, enfin il va leur envoyer le script, quoi, mais il a pas, ça y est, quoi. Et ça c'est quelque chose, on en avait parlé. Mais j'ai envie de dire, dans sa logique, pourquoi il leur demanderait leur avis, quoi. Oui, non mais ça c'est certain. Non mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est ce qui me fascine, moi. Mais d'autant plus de la part de Clouzot, quoi. Oui, clairement. Je sais. Oui. Bon. Là, surtout que là, on atteint un paroxysme de cette logique-là dans ce film-là, en tout cas sur le tournage, où vraiment Clouzot est tout puissant. Mais ce à quoi je voulais revenir, c'est qu'on en a parlé dès le premier film, dès L'Assassin habite au 21, avec Steeman qui disait que par goût de l'effet, il faisait ceci, il faisait cela. Et en fait, on avait dit à ce moment-là, dans cet épisode-là, une fois de plus, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez réécouter l'épisode 1 et toute la série si vous découvrez avec cet épisode. Si vous découvrez avec cet épisode, n'écoutez pas cet épisode en premier, allez écouter les autres, c'est quand même plus intéressant. Dès l'épisode 1, on disait en fait Steeman a écrit un bouquin et Clouzot veut faire un film, et chacun fait ce qu'il a envie de faire, et Clouzot il avait déjà envie de faire des films, et là en fait ce qu'il fait, c'est qu'il fait un film. Il va pas adapter un bouquin, il va faire un film. Je sais pas si je m'explique. Moi je te comprends, parce que j'ai un petit peu étudié le sujet pour préparer l'émission, et en effet c'est ce qu'il essaie de dire. Il y a des choses qui passent dans un livre, il y a des choses qui passent dans un film. Tu peux pas te permettre dans un film la même chose que dans un livre, et vice versa. C'est ça. Il y a des choses qui sont plus ou moins visuelles. Un film, tu as des acteurs, tu as des dialogues, tu as des mouvements de caméra, il faut que le récit s'y adapte. C'est ça peut pas être champ contre champ pendant 3 heures, d'autant que je crois que Celle qui n'était plus, c'est très intéressant parce que c'est une sorte de monologue intérieur, un peu à la manière du Guépard de Visconti. C'est ça, c'est comme une sorte de souvenir ou de tu peux de pas mettre ça en scène. Oui, c'est impossible. Tu vas pas dire c'est très compliqué. Plan fixe sur un personnage qui pense, avec une voix off. Non, quoi. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'est très très intéressant de voir qu'en fait c'est le même qu'au premier film, juste là maintenant il a plus de pouvoir. On va y revenir à la production, il a vraiment beaucoup plus de pouvoir, vous allez voir pourquoi. Ouais. Alors ensuite, donc cette volonté de faire de Vera son personnage principal, ça va l'amener à faire certains choix. Le choix qui va découler directement de ça, le choix le plus probant, on va dire, c'est de mettre Simone Signoret aux côtés de Vera.
Ouais. Alors, toi, tu disais, vas-y, je te laisse expliquer un petit peu ce que tu penses, toi. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'il fait appel à Simone Signoret. Clairement parce qu'il pense que c'est bien d'avoir... ils sont amis, enfin ils se fréquentent... Alors amis, je sais pas, il y a des relations ambiguës entre les deux couples, Clouzot et Montand-Signoret, mais ils sont quand même proches et ils pensent que c'est bien que Vera, en tant qu'actrice débutante, on va dire, ait à côté d'elle une amie qui serait Simone Signoret, qui pourra aussi la soutenir. Je pense que aussi Simone Signoret, c'est quand même une star, et c'est bien pour son film de la voir au générique. Et puis, alors ça, je sais pas si c'est un avis personnel, mais il a révélé Montand, quand même, avec Le Salaire de la peur, et là, je me demande s'il n'a pas envie de manipuler, de modeler aussi Signoret, peut-être, qu'il considérait visiblement comme une actrice pas très douée. Enfin, c'est elle qui dit ça. Tu sais, qu'il n'avait pas trop aimé Casque d'Or, que bon, elle pouvait faire mieux, et que peut-être là, il se dit que c'est l'occasion. Alors moi, ça, j'attribue ça un peu aussi à sa misogynie, quand même. Clairement, tu vois que Clouzot, il s'en fout, en fait, quoi. Tu as des femmes dans ses films, il en a rien à foutre. Ça l'intéresse pas. Mais quand même, on en reparlera, mais c'est quand même le premier film où il y a des rôles de femmes intéressants. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que, bon, il y a Vera, il y a tout ça. Et puis bon, voilà, effectivement, le film porte quand même... Le film s'appelle Les Diaboliques. Les Diaboliques, ce sont Signoret et Clouzot. Ça se discute. Oui, d'accord. Bon, c'est vrai. Mais je veux dire, en tout cas, toute la communication... Je vois très bien ce que tu veux dire. Et tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que toute la com autour... Parce que ça devait s'appeler Les Veuves, ça devait s'appeler... Oui. Neutre, Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que toute la communication autour, tu sais, les premiers posters, en fait, c'est L2. Ça s'appelle Les Diaboliques. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment... Mais bon, je pense, effectivement, après, quand on connaît l'histoire et qu'on connaît la fin, bah oui, effectivement, les Diaboliques, c'est pas eux, c'est pas elle, mais... Mais oui, ça fonctionne sur ce d'abord trio et ensuite duo, quoi. Non, mais bon, tout ça pour dire que, voilà, qu'il y a Signoret qui fait intervenir. Moi, je pense que Clouzot, fondamentalement, est misogyne. Oui, mais je suis d'accord. Hein. Que Signoret, quand il lui dit que Casque d'Or, ça aurait été mieux s'il l'avait fait lui, ça veut dire, ça sous-entend... En fait, il s'en fout de son talent d'actrice. Tu vois, il en a rien à foutre. Après, est-ce qu'il dit ça par goût de l'effet, pour le coup, ou est-ce qu'il dit ça parce que vraiment il le pense? J'en sais rien, mais ce qui est certain pour moi, c'est qu'au fond, fondamentalement, c'est un misogyne. Et de toute façon, tu le vois à la façon qu'il a de traiter son actrice principale, qui est quand même son épouse, je le rappelle, et comment il va tirer par profit d'un certain nombre de choses. Faut être quand même sacrément tordu et vraiment profondément misogyne enfin, tu vois, il a pas fait ça avec aucun autre gars, quoi. Enfin, peut-être Vanel un peu dans le Salaire de la peur, mais en fait il l'a pas maltraité en dehors des scènes. Il est maltraité, Vanel le personnage, mais Vanel l'acteur n'est pas maltraité sur le tournage du Salaire de la peur. Et d'ailleurs, rappelle-toi, dans Manon, Reggiani disait moi j'ai pas eu de problème sur le tournage de Manon, mais parce que moi je suis un homme, tu vois. Oui. Et donc ça révèle bien tout. Bon, bref, voilà, on va pas passer 3 heures là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que moi je pense que fondamentalement, il veut que ce soit quelqu'un que Vera connaît, et effectivement, une star, ça fait pas de mal. Après, est-ce que vraiment ça l'intéresse de diriger Signoret? Je suis peut-être pas du même avis que toi. Ou peut-être c'était de la facilité parce qu'ils vivaient à côté. Oui, aussi, je pense qu'ils ont pu développer le projet, ils se connaissent. C'est ça. Et alors en face, il va choisir Meurice. Alors on va finir sur Vera parce que je veux quand même dire autre chose après, mais pour l'instant je veux parler de Meurice. Moi, Meurice, c'est quelqu'un que je trouve incroyable. Et là, j'ai découvert en préparant l'épisode, c'est pas quelqu'un de très sympa, hein, Meurice. Hein, pareil, hein, c'est pas. Non, mais c'est un très. Mais c'est un excellent acteur. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Je l'ai notamment vu dans Razzia sur la Schnouf, où il est excellent. Je l'ai vu aussi dans L'Armée des Ombres, où on le voit peu, mais où il est très bon. Et puis donc là, après j'ai forcément d'autres films, mais Razzia sur la Schnouf, c'est quand même un délice, hein, cet inspecteur gouailleur qui est une sorte de rôle à la Bébel en fait, quoi, tu vois, qui est assez surprenant. Voilà. Et alors j'ai découvert qu'en fait il avait été en couple avec Édith Piaf. Et qu'ils se connaissent avec Clouzot depuis cette époque-là, parce que Clouzot essayait de vendre des textes à Piaf. Ah, c'était... Eh ben oui. Ah, d'accord. Moi, je pensais protéger, je sais pas trop ce que ça voilà, veut dire. Moi aussi, je pensais que c'était ça, mais j'ai lu ensuite une autre source qui disait non, en fait, ils étaient bien en couple. Alors, vrai, pas vrai, j'en sais rien, parce que comme je t'ai dit, il y a 5000 sources et à chaque fois, c'est 5000 trucs différents. Et comme c'est dans les années 30, on sait pas. Mais en gros, moi, je crois qu'ils étaient en couple, d'après ce que j'ai lu sur une des sources. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et surtout, Meurice, là, il vient de découvrir ce que c'est que vraiment la gloire en tant qu'acteur, puisqu'il a joué aux côtés d'Édith Piaf, le Bel Indifférent, qui est une pièce en un acte de Jean Cocteau. Donc, décidément, tu vois, Cocteau et Clouzot sont vraiment main dans la main
à cette époque-là, puisqu'il y a Cocteau, le directeur du jury du Festival de Cannes, qui va donner la Palme d'Or au Salaire de la peur. Puis Cocteau et Clouzot qui s'étaient croisés durant l'Exode en disant « Moi, j'aimerais bien faire Tristan et Isolde. Moi, j'aimerais bien faire un film qui sera plus tard Le Corbeau. » Bref, ils sont très, très liés. Et de toute façon, ils étaient liés. Cocteau a aussi participé pour payer le sanatorium. Un mot sur Vera Clouzot. Si tu as rien d'autre à rajouter, je parle beaucoup là. Mais je t'écoute, mais non. Donc en fait, Clouzot, il a déclaré à plusieurs reprises, il se vantait, je pense après Manon, en gros, je peux faire jouer n'importe quel débutant. Et en disant après, ce que je déteste le plus, c'est les acteurs qui pensent. Bon voilà, c'est toujours des déclarations à moitié, c'est de la com en fait, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de com là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Meurice, qui dans ses mémoires... n'y va vraiment pas avec le dos de la cuillère. Oui. Donc je vais... Ah, il est cinglant. Voilà, je vais lire quand même. Hein. Je vais lire... Pour le plaisir. Pour le plaisir, et je vais vous le lire, parce que je peux pas résumer ça, c'est tellement... Enfin, la rédaction est vraiment incroyable, mais c'est pas gentil. Donc, on va voir. Donc je rappelle, hein, je peux faire jouer n'importe quel débutant, mais ce que je déteste le plus, c'est les acteurs qui pensent. Et donc, Meurice réagit. Et bien, avec sa femme Vera, qui est comédienne comme moi, je suis originaire de Centrafrique. Alors, j'ai remplacé, hein, c'est pas le terme qu'il utilise. Mais voilà, vous ferez votre petite cuisine chez vous, j'ai pas vraiment envie de dire ce mot-là. Il a dû nager dans le bonheur, mais à quel prix ? Que d'éclairages savants, élaborés pendant des heures pour donner à ce visage un semblant d'expression. Que de grincements de dents et de révoltes rentrées de la part de Simone Signoret, qui voyait son talent servir de support au vide absolu de sa partenaire. Suprême astuce, on tramait la lumière pour que sa beauté ne vienne pas écraser davantage l'insignifiance du visage de Vera. Bon. Et bim. Et ben, le respect était dans le caniveau, hein, clairement, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment... C'est du clash, ça, non ? La vache. Du coup, j'ai cherché le bouquin de Meurice parce que je veux vraiment le lire. Je pense que c'est... si c'est tout comme ça va être... Voilà, c'est ce que je veux dire. Si le reste est à l'avenant, ça promet. Ça va être... On va avoir des révélations sur le cinéma français. Bon, enfin voilà. Donc là, tout ça, c'est un petit peu la préparation et tout ça. Là, on vous a un petit peu parlé avec ce dernier extrait du tournage. Mais je te propose qu'on écoute un petit extrait et puis qu'on écoute ensuite, qu'on parle un peu autour du film, les notes de production et tout ça. Avec plaisir. Tu crois qu'il ne sentira rien ? Penses-tu ? Avec ça, il va dormir comme un plomb. Et tu es sûr que ça laisse pas de traces ? Certaine. Ta somnifère, il le digérera. Pour moi, il viendra pas. Bien, le voilà. C'est son train qui passe sous le pont d'Ackerman. Va poser ça là-bas. Donc le film est toujours en noir et blanc. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est donc un film qui est un peu à contre-courant de la production qui se fait là dans ces années-là. Clouzot, lui, il voulait travailler en scope et en Technicolor pour Si tous les gars du monde, à l'époque où il pensait qu'il allait faire ce film. Et en fait, il fait des essais en Technicolor qu'il considère qu'ils ne sont pas concluants. Et la raison pour laquelle ils ne sont pas concluants, et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est que Clouzot dit « Je ne veux pas travailler en couleur naturelle, mais en couleur interprétée ». Donc on est toujours dans ce truc, dans cette recherche. Finalement, tu t'aperçois que toutes ces déclarations et toute son œuvre, en fait, elle nous amène à ce fameux film dont on ne vous parle pas, mais je pense que si vous vous intéressez à Clouzot, vous savez très bien duquel on parle, dont on vous parlera en temps et en heure. Mais c'est toujours très intéressant de voir, donc dans Le Salaire de la peur, il y avait cette idée, enfin pas dans Le Salaire de la peur, mais ce qu'il veut faire à côté, quand il arrête le tournage et qu'il va essayer de faire Les Volets Verts, cette idée de filmer un flux de conscience, en fait, qui traîne depuis la chambre obscure. Là, il parle de couleur interprétée. Bon, c'est très intéressant de savoir il tourne autour de ce qui sera son projet maudit. C'est ça. Dans l'équipe, on trouve... Oui, non, mais tu allais le dire, justement, je crois, tu allais parler de la photo. Oui. Donc, toujours Armand Tirard. Et quelle photo, c'est ce que tu disais. Pour moi, on est dans un clair-obscur, quoi. Oui. C'est vraiment... En plus, le sujet travaille toujours sur l'ombre. Le sujet le permet, on est dans l'ombre et la lumière. On en parlera plus tard, à la fois au propre et au figuré. Et c'est vraiment très, très beau. Alors, il y a une scène en particulier, mais je voudrais qu'on en parle tout à l'heure. Pour une fois, j'ai vraiment envie de m'arrêter sur une scène qui m'a marqué, mais on en parlera tout à l'heure. Et on pourra parler de la photo un peu plus à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Au son, on a encore Civelle. Bon, là, on vous parle de ces gens-là parce qu'en fait, on les voit dans Brasil et que c'est marrant de savoir qu'ils sont là, encore une fois. Ils sont très très présents. Ils sont là depuis quasiment le début. Tirard, il accompagne depuis quasiment le début. Civelle, c'est pareil. Si vous n'avez pas vu Brasil, on vous répète, voyez-le, on vous mettra encore une fois dans la description le lien. Je crois qu'on l'a déjà fait pour Le Salaire de la peur. Le lien vers la vidéo, donc on le répète, qui dure 10 minutes. Voyez-là, c'est rigolo. Le tournage des Diaboliques commence le 18 août 54. Il est censé durer 8 semaines, ou en tout cas, c'est ce que Simone Signoret a signé, elle a signé pour 8 semaines. Ça se tournera entre France Studio de Saint-Maurice et pour ce qui est en studio, et pour les extérieurs, ce sera l'Étang-la-Ville et Montfort-l'Amaury. Bon,
Voilà, Montfort-la-Maurice, c'est là qu'il s'était fait fabriquer sa maison, je crois, si je me trompe pas. Et finalement, Ouais. maison qu'il n'habitera pas. Puis c'est aussi là qu'ils avaient tourné une partie du Corbeau, si je me trompe pas. Je suis moins sûr là, mais il faudra vérifier. Bon, là par contre, j'ai pas trouvé d'informations. T'en as trouvé toi sur le storyboard? Non. Bon, voilà, je sais pas. J'imagine. Je vois pas trop pourquoi il s'arrêterait de le faire, mais bon, comme il travaille pas avec le même décorateur, je sais pas. Oui, et puis pour moi, c'était peut-être moins important sur ce film que sur Le Salaire de la peur, qui est quand même dans des décors extérieurs et avec des camions qui avancent, enfin, si je peux résumer comme ça. Là, on est dans un décor, dans des décors plus classiques. C'est presque un huis clos, hein. Oui, oui, carrément. Oui, oui. Dans plusieurs pièces, mais ça reste assez étouffant. Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, les décors de Léon Barsac, donc, puis qui est son nouveau décorateur sur ce film-là, sont assez décatifs. Hein, tu vois, c'est vraiment. C'est ça, mais c'est voulu. C'est le pensionnat des années 50, oppressant, un peu miteux. Tu sens que ça suinte l'humidité. Bah, le premier plan sur la grille d'entrée, il pleut et il y a cette espèce de C'est ça. pluie qui n'en est pas vraiment une. Tu sais, c'est ces fins de grosse pluie. Tu sais, quand tout est encore bien humide et que c'est en train de faire. C'est vraiment, c'est sale, quoi. Il y a de la boue. Et c'est vraiment l'opposé du Salaire de la peur. Là, on a vraiment des décors qui sont très fournis, très remplis. Je sais pas, enfin, les pièces elles sont surchargées. Surtout en la fait, chambre. que ce soit les salles, la chambre ou l'appartement à Niort, etc. Il y en a partout, quoi. On n'est plus du tout dans l'idée dégagée de l'espace désertique du Salaire de la peur. Là, on est vraiment. Ou de Manon, ouais. Ou de Manon. On est vraiment revenu dans un environnement Ouais, lourd. ouais, c'est clair. Bon, le tournage sans surprise, c'est même plus une surprise maintenant, se passera pas bien. C'est vraiment. Ouais, on est plus mais du tout étonné. on comprend que c'est un choix. Ouais, en ouais, fait, là, hein. ça y est, on comprend. Moi, j'avais noté la citation de Clouseau. Il faut développer en soi-même l'angoisse pour pouvoir la communiquer. Donc, il faut que les comédiens ressentent la même chose que les personnages. Bah là, il va s'y employer. Hein. Donc là, il y a plusieurs clashs. Donc le premier, Clouseau et Meurice qui clashent au sujet des yeux révulsés, puisque donc il y a une partie où Meurice est censé être mort. Et quand il n'y arrive pas, il lui dit au bout de 4 fois, il dit écoutez, j'y arrive pas, j'arrive pas à le faire. Et la réponse de Clouseau, Cécile Aubry, elle sait le faire. Et du coup, Meurice pense que c'est une blague et il rigole et il dit Ouais. bah mieux vaut avoir du talent que savoir révulser ses yeux. Non ce que je trouve. Et Clouseau, il répond pas. Non, il y a un gros Il lui dit- silence sur le plateau. Un gros blanc lui dit qu'on lui commande des verres de contact. C'est ça. Je pense Voilà. que les techniciens savent tous, tu vois, à qui ils ont affaire et que Meurice, lui, il débarque là Ouais. un peu comme une boule dans un jeu de quilles. Mais je crois après ça, il a bien. C'est ça, quoi, c'est clair. Mais c'est marrant parce que, pareil, dans son bouquin, il dit, j'ai lu des petits extraits, et il dit qu'en gros, il était très content qu'il y ait cette distance. Il dit, bah, c'est très bien. Ça me va. Oui, que lui, ça lui Ouais. convenait. Je pense que c'est vraiment pas quelqu'un de très sympa, Meurice non plus. Hein. Honnêtement, quand je lisais les extraits, je me disais, ah ouais, ils se sont bien trouvés, quoi. Et ils se retrouveront d'ailleurs, donc c'est bien un signe qu'il y a quelque chose, quoi. Ensuite, bah, Signoret et Clouseau, hein, ça c'est le plus connu, évidemment. Ouais. Bon, alors moi, je continue de penser que Clouseau s'intéresse absolument pas au talent d'actrice de Signoret, que moi je trouve incroyable, quoi, mais vraiment, et à tout Ouais, point de vue, bien hein, sûr. elle est, non seulement elle est forte, elle est vraiment, elle a une prestance, elle a une présence incroyable, mais en plus elle est magnifique, c'est-à-dire que tous bon, de toute façon les costumes, le vestiaire est très très beau, les costumes de Meurice, les robes de Vera et tout ça, mais celle qui est vraiment en point d'orgue, c'est Signoret, quoi. Elle est extrêmement élégante. Elle a cette espèce de classe. On sent qu'on commence à rentrer dans les années 60 avec ce vestiaire, quasiment, alors qu'en fait, on est réellement plutôt bas dans les années 50, quoi. ouais. Parce que le film a été tourné Mhm. en 54, hein, donc on n'est pas encore sorti du tout des années 50. Mais il y a vraiment quelque chose, quoi. Il y a un truc qui se passe et c'est très, enfin, c'est très beau, quoi. Moi, je trouve toutes ces robes et tous ces trucs, c'est ceinturé, tout est fermé à la taille. Comme en plus Signoret, elle a une carrure. Je trouve que elle est quand même assez. Ah oui, ça lui va bien, ouais, elle est ouais. quand même assez large d'épaule. Tu vois, c'est pas une femme Et frêle. puis Quoi. cette coupe de Oui, cheveux, la blonde et la Et brune. puis la hein, première évidemment. apparition, tu vois, ses cheveux courts, très très blonds, donc très blancs à l'écran, et ses lunettes de soleil, elle est à tomber par terre. Quoi, Ouais. à tomber par terre. Ouais. Et puis elle a tout ce truc qu'elle mène avec son personnage, quoi, qui est ce personnage qui s'est fait renvoyer de l'éducation nationale. Enfin bon, bref, voilà. On rentre dans le tournage, là, enfin on rentre dans l'impression du film, donc on est en train de passer au-delà des trucs. Mais voilà, en gros, Signoret et Clouseau, ça se passe pas bien. Et en plus de ça, Clouseau fait tout ce qu'il faut pour, parce que comme il veut que les deux actrices soient jalouses l'une de l'autre, puisque l'une est la femme et l'autre est la C'est ça. maîtresse, notamment, par exemple, il va demander à Signoret d'arriver à 9h
Et à Vera, il lui dit non, tu peux arriver à 11h. Alors que la plupart des scènes qu'elle tourne sont ensemble. Signoret, je crois qu'elle a 2 scènes toute seule, je crois, ou un truc comme ça. Donc, Et c'est ça. Et ils finissent par plus parler entre Signoret d'un côté et que Vera et Henri Georges. à partir du moment où il reçoit le télégramme du théâtre, alors je ne sais pas si c'est théâtre Hébertot ou si c'est le théâtre Sarah Bernard, parce que là aussi les trucs varient. Mais en gros, le théâtre où elle a joué Les Sorcières de Salem, justement avec Montand, normalement, elle devait tourner 8 semaines et ensuite enchaîner sur les répétitions pour ça. Comme le tournage dure le double et qu'en plus, elle se fera pas rémunérer pour les semaines supplémentaires, elle dit d'accord, et moi j'ai mes répètes le soir, quoi. Puis le théâtre lui exige d'être présente, évidemment, elle a signé un contrat. Hein. Donc à partir de là, Clouzot lui adresse plus la parole. Et Vera non plus. Donc, grosse ambiance sur le tournage. C'est vraiment genre excellente ambiance. Ensuite, après, il y a des petits trucs qui sont un peu débunkés, puisque, soi-disant, la baignoire, c'était que de l'eau froide, qui faisait exprès pour faire chier Maurice. Maurice l'a écrit dans son bouquin que c'était pas vrai du tout, que c'était de l'eau chaude et qu'il avait une corde au bout du pied si jamais il avait un problème. Enfin, qu'en gros, quand Clouzot tirait la corde, il pouvait remonter, et que si jamais il était mal, évidemment, il pouvait remonter au milieu. Voilà, quoi. Mais j'en profite pour, encore une fois, on quitte peut-être un petit peu les notes de production, mais ce tournage, il pousse là encore, au-delà de la tension, le réalisme à un point impressionnant, parce que la scène de la noyade dans la baignoire, il aurait pu la montrer beaucoup moins, ou même le cadavre dans la baignoire, moins le montrer, mais non, on montre vraiment un mec dans une baignoire, immergé. On immerge vraiment quelqu'un dans la piscine aussi. Ouais. Même si on le voit pas à l'écran, il y a vraiment une vraie personne qui est passée. Quand les femmes déplacent la malle avec le cadavre dedans, il y a vraiment quelqu'un dans la malle. Qu'on oublie d'ailleurs. Qu'on oublie d'ailleurs, qu'on laisse plusieurs heures mariner pour que la malle soit vraiment lourde, avant que Clouzot se dise que si on met des sacs de sable, elle sera lourde de la même manière. Ouais. Et puis les scènes de nuit, tournées de nuit, quoi. C'est vraiment, on fait les choses... j'allais dire pour de vrai. Je sais pas trop, tu vois, où commence son envie de faire réel et où s'arrête son sadisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je suis d'accord. Il y a et ça, je pense que ça contribue aussi à créer une tension avec les comédiens, avec l'équipe technique, que lui recherche pour qu'à l'écran ça se sente. Là, le clash final, et je vais te dire un truc, c'est que ça me tue un peu de le dire, mais c'est vrai, il avait raison. Il lui reproche en gros à Signoret, à la fin du tournage, il lui dit j'aurais jamais dû vous faire lire la fin du scénario. Et c'est vrai. Parce que tu vois, quand tu le vois la première fois, si c'est la première fois que vous avez vu Les Diaboliques, vous l'aurez peut-être pas noté, à moins que vous soyez un fin observateur ou observatrice, et c'est super si c'est le cas. Mais moi, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas du tout réalisé. Mais là, ça doit faire la 3e ou la 4e fois que je le vois. Et c'est vrai que Signoret joue vraiment son personnage. Alors c'est ultra subtil, mais comme une coupable. Elle la joue pas du tout comme quelqu'un qui est complice de Vera. Elle est censée être complice de Christina, donc le personnage de Vera, et elle joue de façon extrêmement subtile, bien sûr, parce que c'est quand même Signoret. Elle joue quelqu'un qui est complice de Michel, donc de Meurice. Et tu le vois, il y a des regards, il y a des choses, il y a des moments, des postures, il y a des choses, si tu veux, où vraiment, et je vois ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire. Alors évidemment, si ça doit fonctionner au 4e visionnage, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que lui, ça devait lui sembler être vraiment très 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 grave, tu vois, parce que c'est quand même Clouzot, quoi. Mais donc le tournage se passe pas bien. Alors après, on retrouve nos amis Noël Roquevert, Pierre Larquet, Charles Vanel, qui commencent à devenir des... Bon alors Larquet et Roquevert, c'est des vieux de la vieille, et puis Vanel, c'est son 2e film, mine de rien, il est là, il est tranquille. Voilà, donc ça, ils sont. Moi, je les trouve très bien. Larquet, sa voix me transporte à chaque fois. Larquet, il est fantastique. Ouais. Sa voix et puis sa diction, son ton là, qui laisse traîner comme ça. La scène où il demande un verre de vin. Puis-je solliciter un 2e verre de vin à Monsieur le directeur. Et puis la froideur de Meurice, le dédain. Le regard qu'il a. Mais je vous en ai déjà servi deux. Oui. Un seul, Monsieur le directeur. C'est vraiment... il est vraiment soumis là. Il est... Ça fait un peu de la peine et en même temps tu l'aimes pas et en même temps c'est bizarre, quoi. Mais bon, c'est à ça qu'on reconnaît les grands acteurs. J'ai noté que Vanel apparaît à 1h18, je crois. Donc quand même, mine de rien, tout petit rôle pour Vanel, mais que je trouve excellent. Avec cette petite voix de petit gars qui a l'air de pas... C'est ça, parce qu'on le voit, et j'ai noté, on le voit que 3 fois. Hein. On le voit que dans 3 scènes et qui se passe même peut-être que sur 2 jours. C'est ça. Et oui, c'est ça. Mais c'est le commissaire. J'ai mis bonhomme mais perspicace. Tu sais. Il y a un peu il a l'air de rien. Il nous dit je trouverai. Et... on trouvera, vous inquiétez pas, on trouvera. Et il est très. Oui, puisqu'il joue un inspecteur en retraite. Il est très. Il y a quelque chose qui ressemble un peu
alors un peu, hein, à ce que Jouvet faisait dans Le Quai des Orfèvres au tout début, Mhm. au tout début du film, parce qu'après, on avait dit que plus il avançait, Il plus on devient de plus en s'apercevait- plus incisif. voilà, et de plus en et plus ouais, c'est ça. agressif et jusqu'à trouver la solution. Mais il y a ce côté-là C'est un ça. peu, ah bon, ben vous faites comme ça, vous, ah bon, d'accord, bon. Et d'ailleurs, vous faites comme ça. Que ce soit dans l'apparence ou dans dans la méthode policière, il fait penser à Columbo. Oui. Hein, l'impair et le miteux, le chapeau, la cigarette qui quitte pas le coin de la bouche, et puis cette méthode, je parle, je raconte des choses, j'ai l'air bonhomme, et puis au final, je vais te choper, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Au final, c'est moi que j'ai tout suivi, j'ai tout très très bien compris. Alors ensuite, qui on retrouve d'autre? Eh ben, Michel Serrault, qui a Eh oui, 26 dans ans dans ce film. Ouais. C'est son deuxième rôle au cinéma, donc là, c'est le baptême par le feu. Hein, parce que... C'est ça, il a 26 ans, il a l'air d'en avoir 40. c'est d'ailleurs. ça, 26 ans ressenti 40. C'est ça, ressenti 40, mais bon, il est très bien. Bon, c'est un petit rôle, et d'ailleurs, il dit qu'il avait été surpris. Lui, il faisait plutôt du comique à l'époque, et Ouais. il s'était fait démarcher par Clouzot dans son cabaret. Il avait été surpris parce qu'il se demandait un peu ce qu'il allait faire là. Et il est en effet entre les deux. Il est drôle, mais un peu doucereux, comme ça, un peu soumis aux directives. Et ben, j'ai envie de dire, il est Serrault. Il est quoi. Serrault, il est très bien. Tu le retrouves. T'avais conseillé Garde à vue pour Quai des Orfèvres, si je me trompe pas. Ben, Ouais. voilà, là, tu vois, t'as le plus jeune et quasiment. Enfin, c'est peut-être pas son dernier film parce qu'il en a fait d'autres après, mais on va dire un des derniers les plus importants Ouais. dans les années fin des années 80 là. C'est bon. Voilà, quel acteur. Ouais. Et puis là, c'est marrant de le voir jeune, quoi. Ça fait juste bizarre, tu vois. C'est Mm. c'est très étonnant. Et puis après, il y a les enfants. Donc dans les enfants, on va retrouver le grand Johnny. Puisque Johnny Hallyday Ouais. est là, Jean-Philippe C'est- Smet. c'est- Alors bon, C'est anecdotique, mais oui, parce que ils nous disent, enfin, dans tous les trucs que j'ai lus, il y a Johnny. Bon, moi, On le voit. Johnny, enfin, On le Moi, voit, j'ai même pas fait gaffe. Quoi. voilà. Si on fait attention et si on fait arrêt sur image, on le voit. Et Ouais, puis voilà. il dit qu'il a eu un rôle, qu'il a eu une ligne de dialogue qui a été coupée. Mais Ouais. bon. Et puis après, Yves-Marie Morin, qui est probablement l'enfant le plus important, qu'on retrouve à plusieurs Ouais. moments. Au début, il devait être juste figurant, il devient silhouette, enfin plus que silhouette, il a même un petit rôle. C'est le frère de Patrick Dewaere. Ouais, oui. Et c'est lui qui inspire la fin du film. En fait, Clouzot n'avait pas écrit cette fin-là, et c'est en voyant ce gamin sur le tournage, et ça gouaille, une fois de plus, hein, on utilise beaucoup ce terme dans ce podcast, mais c'est vrai, qu'en fait, il va dire, bah, ça va se finir comme ça. Et la fin est super, parce qu'en fait, tu te doutes jusqu'au dernier plan, quoi. Bah oui, on sait pas. Hein. Il y a beaucoup de mystères dans ce film. On finit sur un dernier mystère. Il y a aussi une petite apparition de Jean Lefebvre dans une scène. Oui, exact. On se exact. demande que Clouzot a forcé à boire pour la. Oui, voilà, oui, il joue un soldat en permission ivre, donc il a évidemment dû être ivre Ouais. réellement pour pouvoir jouer. Et on retrouve aussi Dalban. Oui, Je en sais garagiste. plus son prénom. Robert. Oui, voilà, Robert Dalban, Robert avec Dalban, son ouais. tout présent avec son tarbouif, hein, toujours là, qui joue vraiment un tout petit. Merci, Non, mais c'est vrai. merci pour Franchement, ça. Non mais t'as vu le nez qu'il a, quoi. À chaque fois que je le vois apparaître, je me dis mais c'est pas possible d'avoir un nez comme ça. Tu reconnais son nez C'est- d'abord. Hein. Ah ben c'est ça. Et à chaque fois je dis ah mais oui c'est lui, c'est vrai. Donc bah voilà, il était présent dans Manon, il est présent ici. Finalement tu vois, ce type a fait une belle carrière de second rôle. Ah bah dans des dizaines de films, des centaines Ouais, de ouais. films, ouais, bien sûr. Mais bon, la vraie attraction, entre guillemets, hein, du film, c'est quand même le sadisme absolu de Clouzot, qui va mettre en scène la maladie cardiaque de Vera, quoi, qui est à plusieurs reprises maltraitée. Oui, parce qu'on a dit que ça s'était mal passé avec Paul Meurice, on a dit que c'était mal passé avec Simone Signoret. Ça ne s'est pas très bien passé avec Vera non plus. Ça s'est pas très très bien passé. Bah, déjà, en fait, avant le tournage, il la force à aller voir un cardiologue. Et le cardiologue lui dit, bah là, elle est condamnée. En gros, c'est ça l'idée. Hein, et donc, Clouzot, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va lui faire jouer un rôle dans lequel elle est condamnée, littéralement. Hein. Tu vois les médecins, tu vois tout ça, quoi. Il y a même un moment où ils disent, ce serait pas bien qu'elle voie un cardiologue. Et donc, du coup, le médecin fait venir le cardiologue. Le cardiologue, d'ailleurs, absolument abominable, qui dit, ouais, je pourrais la faire venir à la clinique, mais c'est extrêmement coûteux. Et puis, je n'aime pas qu'il y ait un corbillard devant la clinique, et les clients non plus, les clients. Oui, c'est vrai, oui. J'avais pas pensé, oui, exact. J'avais pas fait le lien. Enfin, j'avais fait le lien entre le personnage et l'actrice, mais j'avais pas fait le lien avec le personnage du médecin. Enfin, c'est très gênant, quoi. C'est très gênant, et il y a plusieurs scènes qui sont à ce titre. Les scènes sont super, mais c'est extrême quand on connaît l'arrière, quoi, le dessous. Puis la fin aussi. Enfin, on en parlera. La fin de Vera, je veux dire. On en parlera après, mais oui. Alors, c'est son plus gros succès public, je veux dire. C'est le film qui va attirer le plus de gens au cinéma. À mon avis, tout le coup de com' qui est fait autour n'y est pas pour rien, puisqu'il y a ce carton final. D'ailleurs, un carton initial. Il y a aussi avec le carton la citation de Barbé d'Orvilly.
parce qu'il a eu le droit. En fait, tu as l'histoire sûrement, mais Les Diaboliques, c'est le titre d'un recueil de nouvelles de Barbet d'Aurevilly, et donc il a eu le droit de l'utiliser, et alors je sais pas si c'est en compensation, il a mis une citation au début. Oui, je crois qu'ils lui ont demandé, en gros, et donc la façon qu'il a dû le faire, c'est de faire ça. Mais surtout, évidemment, comme tu disais, le carton de fin qui demande aux gens de rien révéler. Il commence là aussi, c'est les premières promos, quoi. Le premier marketing qui est fait sur un film. Il interdit que les gens rentrent dans la salle une fois que le film est commencé, etc., quoi. Et ça, c'est ce que refera Hitchcock avec Psycho, Psychose en français. Psycho, Qui ça? Non, mais c'est marrant parce que si tu veux, aujourd'hui, c'est à lui enfin, je veux dire, pas dans la petite communauté des cinéphiles, mais le grand public dira ah oui, Hitchcock, ce génie de la communication et du suspense et tout. Alors, en fait, tout est là déjà dans ce film-là. Alors, il s'agit pas de faire cocorico bêtement, mais quand même, tous ces trucs-là de communication. De toute façon, Clouzot fait énormément de communication. Je pense que ça correspond aussi beaucoup au personnage qu'il est, mais il joue beaucoup de qui il est, de ce qu'il fait. Je crois qu'il se crée. Alors, il a certainement des tares réels, mais je pense qu'il se crée un personnage aussi. Ouais. Ça l'arrange bien, tous ces articles, tous ces scandales. Pour Manon, il y avait cette com, tu sais, où il faisait semblant d'étrangler Cécile Aubry. Ouais. Ces photos de tournage. Là, pour les photos de tournage dans les magazines ou dans les journaux qui apparaîtront, il se met à la place de tous les acteurs, tu sais. Donc tu le vois se mettre dans la malle, tu le vois tenir l'éventail, tu le vois. Tu vois, voilà, faire tout ça, c'est de la com. Et puis il y a tout ce truc, effectivement, cette légende noire de Clouzot, ce qu'il cultive, quoi, avec un grand plaisir, je pense. Ça sert le film, quoi. Et puis le film, donc au-delà d'être le plus grand succès public, va gagner le prix Louis Deluc. Alors il le gagne en 54 parce que le film est montré aux alentours du 18 décembre. Le prix est remis le 18 décembre, donc les gens l'ont vu un petit peu avant, et il sortira en janvier 55, je crois, soit début soit fin du mois, je me souviens plus. Et donc en fait, pour l'anniversaire du prix Louis Deluc, alors le prix de Louis Deluc, c'est un petit peu le Goncourt du cinéma, du cinéma français. Pour cet anniversaire, je crois que c'était les 30 ans ou les 20 ans, tous les anciens lauréats sont conviés. Donc en fait, là, il va se retrouver à table avec Jean Renoir, Robert Bresson, Jacques Tati, André Malraux, Alexandre Astruc, Nicole Verdès, Jean Cocteau, Jacques Becker, Noël. Bon bref, donc là, si tu veux, c'est un peu l'avènement, c'est un peu la consécration, parce qu'il est assis à la table des plus... La consécration, critique, et au-delà de la consécration commerciale. Alors critique... Enfin, je veux pas dire critique dans le sens qu'il a eu mais je veux dire il est à la table avec ses pairs, quoi. Oui, c'est ça. Pas critique professionnelle, on va dire, consécration professionnelle. Parce que les critiques, il y a beaucoup de critiques qui n'ont pas aimé, qui laissent pas rentrer les gens ensuite. Il faut expliquer aussi aux auditeurs qu'on est au moment des séances permanentes, c'est-à-dire que tu payes ton entrée du cinéma, tu rentres à n'importe quel moment au milieu du film. Et ça, à cette époque-là, c'est normal. Donc tu rentres, puis si t'en as marre, tu sors, mais tu peux très bien arriver à 20 minutes du début du film. Là, le film a commencé depuis 20 minutes, tu restes, et ensuite tu fais les 20 premières minutes, et tu vois un film comme ça, quoi. Lui, il interdit aux gens de rentrer dans la salle, et ça, c'est quand même... c'est un coup de tonnerre aussi à ce moment-là. Et les critiques lui ont reproché en disant oui, c'est plus du cinéma, c'est je sais plus quoi. Enfin bon, bref, des trucs à la con en fait. Bon, comme d'habitude, ils sont pas aperçus qu'ils avaient un très très grand film, quoi, sous les yeux. Et c'est aussi des trucs qui seront repris par William Castle. William Castle, c'est un producteur américain qui vient assister au Diabolique, qui vient à une séance des Diaboliques, et il reprendra pas mal un peu le gimmick de marketing pour ses films à lui. À titre d'info, c'est l'image du producteur qu'on voit dans Panic sur Florida Beach. Voilà, dans le film Panic sur Florida Beach. C'est ce gars-là qui va reprendre un petit peu ces trucs-là, ces gimmicks-là, quoi. Donc voilà, décidément, Clouzot est quand même en avance sur son temps en termes de marketing, et il a tout bien compris, même si effectivement c'est un personnage, j'allais dire détestable. Je sais pas, moi j'aime beaucoup Clouzot, donc j'ai pas envie de dire détestable, mais quand même c'est que ça reste un misogyne, ça reste quelqu'un qui est imbuvable sur les tournages, tyrannique. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses pour lui, quoi. Y a pas beaucoup de choses... Ce qu'on peut sauver, je pense, c'est sa volonté de rendre quelque chose de bien fait, d'efficace, de faire ce qu'il faut ce qu'il faut selon lui pour que le film soit réussi. Oui. Ah oui, il fait ça pour le film, ça c'est certain. Il fait ça pour le film. Mais il sait aussi, il faut pas l'oublier, que quelque part au fond de sa tête, il sait que le film va le servir à lui et va lui permettre d'avancer. Et d'ailleurs, pour ce film-là, il va proposer un accord financier, parce que le producteur Georges Louraud, au début, lui, il n'était pas du tout chaud pour que ce film-là se fasse. Lui, il pensait que Clouzot allait lui proposer un truc un peu à la Salaire de la peur, un film d'aventure et tout. Quand il arrive avec le bouquin de Boileau-Narcejac, il est là genre, bah non, ça m'intéresse pas trop. Et donc, du coup, Clouzot lui propose un accord financier. Il va racheter une partie des parts avec l'argent qu'il a gagné du Salaire de la peur et tout ça. Et en fait, ça fait que
Clouzot est le premier producteur sur le film. Il produit à 51%. On voit d'ailleurs son nom. Ouais. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs la première fois que le film s'ouvre en disant un film écrit et produit par Exact. Henri-Georges Clouzot. Et deuxième petit truc assez détestable de la part de Clouzot, il interdit à son frère de s'appeler Clouzot. Parce qu'en fait, il ne peut y avoir qu'un seul Clouzot à l'écran. Donc, il lui demande de prendre un pseudonyme. pseudo. Ce pseudonyme, ce sera Jérôme Géromini, qu'on retrouvera d'ailleurs à plusieurs reprises. Et en fait, ce Jérôme Géromini, c'est Jean Clouzot. Et Jean Clouzot ne peut pas s'appeler Jean Clouzot à l'écran, parce que sinon, il faudrait qu'il y ait deux Clouzot. Et déjà qu'il y a Vera Clouzot, alors stop, ça suffit, quoi. Mais bon, Vera Clouzot, c'est sa femme, donc ça va. Puis ensuite, troisième truc dont on n'a pas parlé, et ensuite on passera au film. On n'a pas parlé de la musique. Alors, je vais dire la musique. Oui. Le générique de Georges Van Parijs. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'étais assez surpris, parce que la musique, il y en a en tout et pour tout 2 minutes au début, 20 minutes à la fin. Ouais, et voilà, c'est tout. C'est ça. Ouais. C'est une Et musique c'est, assez oppressante, assez normale, hein, une musique de suspense, mais qui sert très peu en fait. Tout le reste du film, il n'y a pas de musique. Et ces espèces de chœurs d'enfants dissonants, c'est extrêmement... Quand ça commence, tu dis ah oui, puis très très vite tu dis oula, ça va pas le faire. Et en fait, je l'ai écouté l'autre jour au casque en préparant l'émission, en disant ça me mettra dans l'ambiance. J'ai arrêté parce que c'est vraiment c'est très très difficile. T'aurais pas été dans l'ambiance très longtemps. Hein. Voilà, oui, surtout qu'il n'y a que ça. Hein, donc, voilà, ça. Non, mais tu sais, parfois, tu as des trucs qui te plaisent, tu dis, je le mets en repeat one, et puis voilà, au moins, tu n'y penses plus, quoi, c'est là. Et ça te met effectivement dans l'ambiance. Mais là, non, là, c'était pas du tout le cas, c'est vraiment très, très difficile. Mais réussi, parce que ça correspond effectivement. C'est réussi, ça te met dans l'ambiance tout de suite. Enfin, voilà, t'as le générique de début, cette musique hyper oppressante, et après, par contre, on passe au son classique. Ouais. On parle du film ? Allons-y. Allez, petit extrait, on y va. Tout ça, je l'ai fait pour toi. Je ne regrette rien, Marc. Mais quand tu me flanques à la porte, j'ai du chagrin, Cricri. Beaucoup de chagrin. Enfin, tout de même, tu me rendais malheureuse. Non, je disputais un peu. Pas plus que les autres ménages. Je vais te pitcher le film si tu m'y autorises. Absolument. Allez, c'est parti. Michel de la Salle, un homme autoritaire et de peu de vertu, est marié à Christina de la Salle, une latino-américaine dévote, cardiaque et soumise. Ensemble, ils dirigent l'Institution de la Salle, une pension pour garçons en banlieue parisienne. Parmi les instituteurs se trouve Nicole Horner, maîtresse de Michel et amie de Christina, qui a accepté l'incongruité de la situation. Les deux femmes décident de se débarrasser de Michel et échafaudent un plan complexe mais d'apparence parfait. Son exécution prend une tournure inattendue. Un homme autoritaire et de peu de vertu, je trouve que tu es bien sympathique avec Michel de la Salle, qui est quand même, je pense, le dernier des salauds. Un homme qui est vraiment cruel et tyrannique. Hein. C'est vraiment. On peut même le dire, un violeur. Un violeur. Un violeur, parce qu'il y a cette scène que j'avais oubliée, et à chaque fois que je le revois, j'oublie cette scène. À chaque fois que je le revois, je me dis putain, mais c'est vrai, il y a cette scène horrible dans la cantine là. J'ai marqué littéralement dans mes notes le viol à 15 minutes 30, toujours sympa. C'est vraiment, j'étais là genre, ah oui, c'est quand même. D'accord. Il est un mec odieux, quoi. Ah, mais il est odieux, et il est odieux dès le premier plan. Ouais. Dès le premier plan, et il assume d'être odieux. Oui, il en a rien à foutre, hein, clairement, il s'en fout Il complètement. fait des réflexions horribles à sa femme, enfin bref. Quand on est malade, il ne faut pas être coquette. Je suis pas malade. Elle est très fragile, et tu le sais. Fragile. Elle l'a été dans le temps, quand elle est arrivée de Caracas. Maintenant, c'est une jolie petite ruine. Elle ne risque plus rien, c'est indestructible, les ruines. Elle nous enterrera tous. Pas vrai, ma petite ruine. Allez, donc c'est ça. On est vraiment dans le film policier, dans ce qu'il a de meilleur, quoi. Ouais. La préparation du crime, le crime parfait, qui évidemment ne sera pas si parfait que ça, mais et à côté de ça, avec Clouzot, tout ce que ça peut impliquer sur les émotions humaines, quoi. Oui, bien sûr, parce que c'est ça qui qui est intéressant. Hein. Ouais, c'est ça. Alors moi, je voudrais commencer par dire que quand même, c'est le premier film de Clouzot dans lequel des femmes ont un rôle important et intéressant, à l'exception peut-être de Suzy Delair dans L'Assassin et dans Quai des Orfèvres, mais là, on fonctionne vraiment autour, c'est vraiment centré sur ces deux femmes, enfin sur ce trio au début, mais qui devient rapidement un duo, puisque Michel va se faire assassiner, et leurs oppositions, et ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était intéressant. De voir que là, les femmes, parce que Vera est là, je suppose, ont des rôles importants et s'affrontent. Alors, évidemment, moi, je trouve que Vera, elle est en dessous. Tu avais l'air de dire que tu n'étais pas d'accord.
Alors écoute, moi ce que j'ai écrit, je vais te dire ce que j'ai écrit. Vera Clouzot, pas si mauvaise. En vrai, oui, Clouzot peut faire jouer un débutant. Moi, je l'ai pas trouvée mauvaise. Alors évidemment, elle est pas du niveau de Signoret, ça c'est évident, tu vois. Mais bon, elle a pas non plus son expérience et tout. Il y a des moments où c'est plus gênant que d'autres, ça je suis d'accord aussi. Mais je trouve pas, si tu veux, quand tu lis les interviews et les trucs, tout le monde avait l'air de se dire mais c'est une catastrophe. Bah franchement, le film il marche, tu vois. Si le film il marche, c'est qu'elle est pas si mauvaise que ça. Elle est quand même à l'écran tout Oui, le temps. le film, elle est pas, bien sûr. Et puis je pense qu'elle est pas servie par son personnage qui lui-même est Oui. agaçant. Oui, mais justement, si elle est agaçante, Mais elle est- c'est qu'elle y arrive. Tu vois ce que je veux dire? C'est que... Mais oui, mais je crois qu'elle n'est pas agaçante dans son personnage, mais en tant qu'actrice. Quoi. Moi, je la trouve un peu fade. J'ai l'impression. Elle est appliquée, tu vois, elle est scolaire. Je vais dire ça. Bon, après, je lui jette pas la pierre en tant que débutante, en tant que femme de Clouzot, etc. Mais je trouve que. Dis-toi bien que la gonzesse, elle commence et en face d'elle, elle a Meurice et Signoret. Quoi, C'est tu vois, ça. donc, c'est pas facile. Non Et plus. par contre, évidemment, les deux autres sont excellents. Ouais, Meurice dans son rôle d'homme détestable, de tyran, et puis Signoret dans cette ambiguïté de femme, d'amie, de maîtresse, de complice et de. Mais cette situation est dingue. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'elle est présentée hyper vite. Ouais. Genre à 10 minutes, ça y est, tu sais, c'est bon, On t'as sait. tout compris. Et grâce à l'intervention du prof, de Larquet, Oui. qui Oui, mais qui c'est commence malin. mais c'est bien fait, c'est très bien fait, on comprend vite, et c'est assumé, oui, c'est C'est ça. très très... Le directeur, il a une femme et une maîtresse, et tout le monde est au courant de tout. Et on perd pas de temps, quoi. Et les deux femmes sont copines, et c'est ça. Donc ça, c'est super, j'ai trouvé ça génial. Et alors après, question pour toi, parce que je me suis posé la question pendant tout le film. Il y a pas mal de choses qu'on retrouve dans le film. Les Diaboliques, film noir ou pas? Est-ce que ça appartient au film noir? Sachant qu'on est en 1955, mais bon, ça après, on s'en fout, ça peut être un hommage ou un truc, ou voilà. On est sur la fin, si c'était un film noir, on serait plutôt sur la fin du film noir, puisque c'est plutôt fin années 30, bien Ouais. années 40 et début 50. Donc on est un peu sur Non, moi je dirais que non, parce qu'il n'y a pas cette idée de, je sais pas, de spirale infernale ou de fatalité, tu vois. Pour moi, non. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bah justement, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une grande idée chez Vera de la fatalité. Il y a une grande idée de toute façon, on ira là où on mérite. De toute façon, c'est ce qu'on fait, ce Ouais. qu'on a fait mérite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a cette figure de Signoret, un petit peu la femme fatale. Oui, mais quoi, parce qu'il y a tu vois. parce qu'il y a ce retournement là. C'est le retournement à la fin, je pense, qui fait que non. Enfin, ce double retournement qui fait que on quitte le film noir pour arriver dans un policier peut-être plus classique, mais très bien. Mhm. Je sais pas. Moi, je dirais ça comme ça. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. En vrai, j'ai pas de réponse, mais je trouve ça très intéressant. Je me suis posé la question. Voilà, donc je voulais savoir ce que tu en pensais. Qu'est-ce que tu penses aussi? Enfin, je pense que je sais à peu près ce que tu vas dire, mais moi, je voulais te parler d'une scène que j'ai trouvée, qui je pense est la scène centrale en fait du film et qui est un peu là où tout se joue. Et j'ai trouvé très intéressant, non seulement dans ce que ça dit, mais aussi de comment ça le dit et comment c'est mis en scène. La scène qui se passe à l'appartement de Niort, quand Signoret monte chez ses voisins et que Meurice arrive et donc discute avec Vera Clouzot. Et donc il y a cette espèce de chasse, tu sais, qui se fait tout autour de l'appartement. Oui. Un coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, elle est tout le temps, elle est pressée tout le temps, Vera, tu sais. Elle est tout le temps, on la poursuit, on l'enferme, en fait, quoi. Ils la mettent dans un coin, il la bloque, et littéralement, il la bloque. Elle est toujours obligée de s'enfuir par un espèce de truc. Et j'ai trouvé cette scène... merveilleuse. Bon, elle m'avait déjà marqué, mais là vraiment, je l'ai observée. Et la façon dont elle est éclairée aussi, on parlait de la photo tout à l'heure, et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Elle est éclairée, j'ai vu, en fait, tu vois les ombres, les grandes ombres qui se détachent derrière les acteurs. Donc ça veut dire qu'il y a je pense sincèrement un gros projecteur, c'est tout. Donc là on est dans une espèce de lumière crue, tu sais, extrêmement alors je pense qu'elle doit être un peu baissée parce que sinon les ombres seraient beaucoup plus marquées, mais il y a cette espèce de lumière quand même très très forte, et en fait ils sont là, ils sont dans le cadre, et le cadre est relativement resserré, tu sens cette espèce d'oppression, tu sais, elle est poursuivie, elle est enfermée dans un truc, elle est toujours au bord du cadre, tu sais, il faut toujours qu'elle vienne se mettre... C'est ça, elle est au bord du cadre et enfermée, elle se cogne, ou alors elle touche les murs quand elle se déplace, etc. Et ça rejoint ce que je disais sur les décors. C'est des décors oppressants, des décors très fournis. Il y a des meubles, des murs, des tapisseries, des rideaux, des fenêtres, des objets, des bibelots, etc. Et oui, elle est contrainte. Elle est contrainte et elle se déplace, mais même avec son corps. Enfin, tu vois, elle a comme tu parlais du vestiaire, là, elle a ce côté superstitieux, religion, etc. Enfin, tu sens qu'elle
elle a été élevée chez les sœurs, elle n'est pas à l'aise avec son corps, avec sa féminité, je pense. Et eux, ils se déplacent comme des prédateurs et elle, c'est la Ils se proie, déplacent comme des prédateurs. T'as remarqué qu'ils se mettent souvent derrière elle pour l'encadrer avec les mains, pour la tenir par l'épaule, tout ça. Et aussi, il y a autre chose, c'est qu'eux sont tout à fait libres dans le cadre. Libres d'aller où ils veulent. Mmh. Ils sortent du cadre, ils rentrent dans le cadre. Il y a même ce moment merveilleux où en fait le bain coule et où elle dit mais t'es rentré par où? Mais je suis rentré par là. Il y a des portes dérobées, des trucs, tu sais, ils sont toujours en train de se jusqu'à la scène finale qui évidemment est Ils ont toujours une longueur d'avance aussi. évidemment, mais c'est très intéressant dans la mise en scène, je trouve ce truc-là. Tu vois, il pourrait très bien la faire rentrer par la même porte, la faire traverser le cadre et aller ouvrir la baignoire. Non, il choisit de la faire rentrer par une porte qu'on n'a pas vue depuis le début, qui nous a pas montré, qui était là depuis le début, mais eux le savent, eux deux sont au courant. Et il y a cette baignoire, le machin, le truc. Enfin bon, bref, c'est toujours, tu vois, il y a toujours ce côté. Enfin, ils sont libres et elle ne l'est pas, quoi. Et Meurice et Signoret sont parfaitement libres, jusque ce moment merveilleux où il traverse littéralement le cadre pour sortir, pour aller récupérer son manteau et son chapeau, pour aller voir l'avocat, enfin ce qu'elle appelle l'avoué. Et là, bon, après les dialogues sont d'une qualité dans cette scène, mais c'est incroyable. Et le jeu de Meurice, mais cette espèce de jeu où il joue cette espèce d'enfant, cette espèce de mec, il la traite comme de la merde devant les autres quand il lui dit crève, machin. Et puis après, plus tard dans cette scène-là, il va être là, et il va être cette petite voix. Mais oui, c'est ça. douce, heureuse. Crève, ma chérie, crève bien vite. Après, on sera bien débarrassé. C'est ça, quoi. Je pouvais crever pour de bon et ne plus le voir. Crève, ma chérie, crève bien vite. On te fera un bel enterrement et on sera bien débarrassé. La boutique s'en portera pas plus mal et moi je m'en porterai bien mieux. Mais il la manipule en même temps. T'as envie de lui dire, mais barre-toi. Ouais, c'est ça, quoi. Barre-toi. Mais c'est vrai qu'avec nos yeux de 2022, évidemment, tout est beaucoup plus simple, quoi. Mais c'est sûr qu'elle est. Enfin voilà, t'es pas bien, quoi. T'es mal. Et cette scène-là m'a semblé être vraiment l'essence même du film, où ils sont tous les deux en train de manigancer, elle en rentrant, sortant chez ses voisins, chez ses machins, en organisant tout, en fait, tu vois. C'est elle qui met la bouteille sur la table, c'est elle qui dit. En fait, et c'est aussi la dernière, enfin plus ou moins la dernière scène où ils sont tous les trois. C'est ça. Enfin, disons tous les trois encore vivants et même ils sont pas présents ensemble dans le cadre, mais ils sont là tous les trois. Et le malaise aussi quand il le noie, ça c'est. C'est ça, et ce que je te disais, hein, c'est frontal, quoi. On les voit le noyer et ça dure longtemps et ça. Ouais, c'est très très dur, quoi. C'est très très dur. Ça m'amène avec cette parfaite transition pour. Moi, je voulais mentionner l'eau aussi. Ouais. Enfin, je trouve que autant, évidemment, Le Salaire de la peur, c'était un film où il faisait chaud, il faisait sec. Tu vois, on était dans le désert, les gars sont torse nu, etc. Là, l'eau est un élément important. Dès le début, tu sais, il y a cette flaque dans laquelle il y a un petit bateau en papier. Oui, tout à fait. Qui flotte et la voiture du directeur roule dessus. Et on rentre. Ça donne déjà l'idée du personnage, c'est symbolique. Ensuite, il y a évidemment la piscine. Qu'on voit 3 fois, tu sais. D'abord, elles discutent du meurtre, ensuite, elles immergent le corps, et ensuite, ils vident la piscine, et le corps a disparu. Et qui est aussi la toute première image du film, puisque tout le générique se fait sur cette piscine, sur Exact. cette eau croupie, en fait, quoi. C'est ça, eau ça. recouverte de feuilles, l'eau, etc. Et puis, il y a évidemment les baignoires. La baignoire de Niort dans laquelle est noyé Michel, et l'autre baignoire dans laquelle il réapparaît. Cette scène. Il réapparaît, cette scène mythique. Mais là je le pense sincèrement, je crois vraiment que là, Clouseau, il écrit une page, si ce n'est... alors bon, je suis pas bon là-dedans, j'en ai parlé dans le dernier Cinécure, mais c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais une page du cinéma d'horreur, quoi. Parce que cette scène où il ressort... C'est ça. En tout cas, du cinéma d'horreur, de suspense français, la scène où le Michel mort ressort de la baignoire, c'est mythique. C'est lent. T'as remarqué la lenteur avec laquelle c'est filmé, plan fixe et ensuite insert sur les détails. La chaussure qui sort de la baignoire. Les chaussures, les mains, on le voit, ouais, vraiment. Il n'y a pas de cut, quoi. Il y a pas de... C'est pas haché. Oui, et puis il sort comme un mort-vivant, quoi. Ouais. Il la tue, hein, clairement. C'est Il clairement tue, cette scène qui la tue. C'est le but, oui. Voilà, Il la tue d'horreur. Et après, et aussi le côté des verres de contact, là. C'est ce que disait Meurice, d'ailleurs. Finalement, ça rend mieux. Ouais. Parce qu'on le voit enlever ses yeux. C'est ça, si je puis dire. Et plutôt que s'il les avait le révulsé, ça aurait perdu en force, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, je sais pas, donc l'eau est importante, alors il y a peut-être un... Mais il y a aussi le feu, un tout petit peu, hein, mais il y a les bougies, puis il y a le billet retour qu'elle brûle, c'est pas anodin aussi. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, et ça sert aussi le bougie, le clair-obscur dont on parlait. Et il y a quelques gros plans qui sont assez marquants sur les yeux, justement, sur la gorge quand il boit, sur les mains.
Là, on retrouve un tout petit peu, je sais pas, d'expressionnisme. j'ai Oui, et puis l'impression. je pense que c'est lié à la pulsion meurtrière aussi, tu sais, c'est ce qu'elle doit voir. C'est ça. Tu sais, il y a ce moment où elle l'attend et elle marche dans l'appartement, tu vois le plan avec le verre, la bouteille et puis cette espèce de gros truc, vase ou cendrier, je ne sais pas. Et puis ensuite, elle part ailleurs et tu vois la même table avec la même nappe et la même bouteille, le verre et le vase cendrier, une fois de plus. Je ne sais pas lequel des deux, mais sous un autre angle. Et en fait, je pensais à ça et je me disais, c'est comme quand tu as un gros problème dans ta vie. Tu sais, les choses les plus insignifiantes prennent alors là, c'est pas insignifiant parce que c'est les armes du crime, mais je veux dire, ces choses-là prennent une importance capitale. Tu sais, je sais pas, tu t'es Ouais. beaucoup plus quand il y a quelque chose de très très grave, quand on t'annonce un décès ou quand on t'annonce des choses difficiles comme ça dans la vie, ou que tu as un gros problème, tu sais, un sérieux problème là, je parle police ou des trucs comme ça, et d'un seul coup, tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi, mais beaucoup plus. Tu vas être hyper conscient. Moi, je me souviens une fois, je me suis fait voler mon mini-disque. C'est vraiment un truc. Ça n'est pas très Ça n'est pas très récent. récent, non. Mon Discman, enfin non, d'ailleurs, c'est pas un Discman, c'est vraiment un mini-disque quand j'étais ado. Et je me souviens, je sais pas pourquoi, de la roue du bus. Il y a le bus qui est arrivé et je me souviens de la roue du bus qui est venu se garer devant moi parce que j'attendais le bus. Et au moment où je me suis fait voler mon mini-disque, quoi. Et c'était. Enfin, c'est des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il y a de ça aussi. On retrouve de ça, voilà. Je trouve ça intéressant. Et le retournement aussi de Meurice, toujours dans cette scène, hein, je suis désolé, j'y reviens, mais je trouve que c'est fantastique quand il fait semblant d'être sous, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment sous, et qu'il lui dit hey, la femme du monde, tu sais. Je trouve ça incroyable. C'est pas ma mesure, tu sais. Il lui dit. Enfin bon, bref. Oui. Cette façon qu'il a de lui parler, d'un seul coup, tu vois, tu grattes le vernis, tu vois. Tu vois qui il est vraiment, quoi. Il se permet après lui avoir parlé en disant qu'il avait du chagrin et que machin, c'est terrible, c'est terrible. Hé, la femme du monde. Encore un godet. Je sais pas ce que j'ai, je me sens tout étourdi. T'as perdu la main? Voilà ma mesure. Et puis après, il y a cette image du français, je pense, toujours de la part de Clouzot, particulièrement du français provincial, puisque le film est tourné à Niort, et on rappelle que c'est là que Clouzot est né, ou en tout cas qu'il a fait ses premières années, Ouais. dans la personne de Noël Roquevert, qui est impayable. Oui, toujours hein, le français, le râleur, la cariâtre de service, quoi. C'est Mais qu'on ça. aime bien. C'est un peu le comic relief, en fait, hein, quand on y réfléchit. Oui, avec, j'allais dire avec Serrault, mais à peine. Ouais, Serrault, c'est... Ouais. Bon, Serrault, on je le trouve voit- que on le voit moins, ouais. il est drôle, mais je trouve que c'est aussi parce qu'on connaît Serrault. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On sait ce qui va venir, quoi. Donc on voit tout de suite ces tics, ces trucs, ces machins. On s'aperçoit, on dit putain, c'est vraiment lui. Mais Roquevert, c'est rigolo, cette scène où il dit je vais pas me coucher. Je lui laisse jusqu'à minuit, ou tu sais, c'est ça. ça y est, je peux pas dormir avec les chutes du Niagara, il dit à un moment donné, je crois. C'est vraiment Exactement, oui. à peine exagéré, tu sais. Puis il écoute sa radio, quoi. Oui, On l'empêche d'écouter son Oui, émission. il peut pas écouter son émission. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est de l'empêchement de jouir. Non, je sais plus, de l'empêchement Il y a un terme qui dit. Oui, ouais. Une entrave à ma bonne jouissance. Oui, voilà, c'est ça. De locataire, mais oui, c'est ça. Mais à côté de ça, quand elles s'en vont le lendemain, il leur dit « Ah ben vous nous quittez déjà, c'est pas gentil, nous laissez tout seuls. » Oui, voilà. Il dit ah, je me fente d'un courrier, puis en fait, à la fin, mais c'est pas gentil de nous quitter, Ouais, on c'est n'a ça. pas beaucoup de visites et tout ça. Genre, mais putain. Et voilà. Et après, il y a cette deuxième partie du film aussi où j'ai noté, à partir du moment où son malaise cardiaque, enfin son problème Ouais. cardiaque est avéré, quoi. À partir du moment où elle a vu le cardiologue qui lui dit c'est terminé, quoi, il faut rester assise et tout ça. Là, à partir de là, elle reste quasiment assise tout le temps et Oui. les autres personnages sont souvent debout. Et c'est aussi intéressant parce que être assis, j'ai remarqué dans ce film, en tout cas, il m'a semblé, c'est souvent une position de pouvoir. Mhm. Tu vois, quand elle lui dit crève, ma chérie, crève, il est assis, elles sont debout. Quand À boire, ouais. il lui demande à boire dans l'appartement, il est assis, elle est debout. Bon, elle, après, elle se met carrément au sol, quoi. Vraiment, elle rampe devant lui pour lui Ouais. nettoyer son costume, quoi. Ce qui est vraiment, une fois de plus, une image assez effrayante. Mais souvent, il y a quand même des personnages assis qui sont... Alors que généralement, c'est l'inverse. Dans la mise en scène, si tu veux amoindrir quelqu'un, tu l'assois et l'autre est debout, quoi. Donc c'est très intéressant, je trouve. Et Clouzot y arrive parfaitement bien, comme d'habitude.
Je voudrais aussi faire une lettre d'amour très courte au par-dessus de Simone Signoret, qui est absolument incroyable. Enfin, voilà, moi, c'est le genre de détail qui m'emporte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est mon temps passé dans l'industrie de la mode. Mais en même temps, elle lui a attaché un beau costume. Hein. Oui, en même temps, dommage. il lui a attaché un beau... Oui, je suis d'accord. Il était beau. Hein. Le prince de Galles. Mais beau vraiment, prince de Galles. Et puis, cet impair de Simone Signoret, Ouais. enfin, je pourrais passer des heures dessus. Quoi. Il est incroyable. Quoi. La façon dont il tombe et dont elle le porte, elle est fantastique dedans. Quoi. et puis voilà. Tu veux pas après, nous parler tu veux pas nous parler de l'impair du commissaire? Bah, à part le fait que ça m'a rappelé effectivement Colombo, à part ça, je peux parler aussi du manteau de Meurice que je trouve magnifique. Mais bon, voilà, ça c'est des manteaux qui se font plus, malheureusement, ça n'existe plus ces manteaux-là. Enfin, c'est très difficile à trouver, ou alors c'est extrêmement cher. À l'époque, c'était juste un manteau, quoi, on le rappelle. Et ça durait 15 à 20 ans, quoi. Donc bon. C'est Je ça. dis ça comme ça. Et après, j'ai noté quelques petits trucs. Effectivement, il y a cette scène dans la maison cossue, tu sais. Avant d'entrer dans la maison cossue où elle est censée aller rechercher Michel, où Michel aurait a priori loué une chambre, alors qu'en fait, il n'a rien loué du tout. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est quand elles sont sur le point de rentrer, Vera est du côté grillagé et Simone Signoret est du côté de la porte ouverte, ce qui laisse un peu entrevoir la fin du film, j'ai trouvé. Et puis ensuite, il y a cet effet de style que j'ai trouvé assez dingue. Cette porte vitrée qui s'ouvre, tu sais, pour laisser rentrer le gars qui vient faire la chambre. Oui. Et la porte s'ouvre et en fait, elle aurait dû croiser la caméra à un moment donné. Je me suis demandé comment ils ont fait pour empêcher ça. J'ai pas bien compris comment ils s'étaient démerdés là. Donc soit elle s'ouvre, parce qu'on a vraiment la sensation qu'elle s'ouvre à 90 degrés, tu vois, enfin qu'elle fait face à la caméra, quoi. Donc j'étais très impressionné. Voilà, je me demande bien comment il a fait ça. Je sais pas du tout comment il a fait ce truc-là, quoi. Un mystère de plus. Oui, un mystère de plus. Dans ce film qui n'en manque pas. C'est ça. Ben voilà, après, je sais pas, t'as des choses à rajouter? Moi, je voulais juste mentionner l'intérêt du pensionnat, Ouais. d'avoir choisi de se situer le film dans un pensionnat. C'est évidemment, donc il y a des enfants, et je trouve qu'ils servent pas mal de transition, tu vois, entre les scènes ou à faire venir la caméra, parce que tu suis un gamin. Et en fait, tu sais qu'il se déplace dans le couloir et hop, tu le lâches pour aller voir Signoret et Vera Clouzot qui sont en train de se parler dans la salle. Tu vois. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que c'est ce qu'il avait choisi. Hein. À la fois le lieu hyper glauque et oppressant, mais à la fois des gamins donc qui mettent un peu d'animation, de bruit, de joie, etc. Et que l'isolement des deux femmes et de Vera Clouzot en particulier est à opposer tout ce mouvement d'enfants et toute cette collectivité. Quoi. Ouais, c'est vrai. Elle est isolée, ou elles sont isolées au milieu de la foule. Et ça rajoute aussi en pression, je trouve, parce que pour avoir deux enfants à la maison, je sais de quoi je parle, quand tu as besoin de penser, quand tu as besoin, tu sais, que tu as une pensée oppressante ou un stress ou n'importe quoi lié au boulot, à ce que tu veux, et que derrière tu as des enfants qui crient, c'est 10 fois plus terrible en fait. Quoi. C'est vraiment, si tu vis une situation complexe et qu'il y a du bruit autour, ça devient l'enfer. Quoi. Ça devient très très vite l'enfer. Mais je suis d'accord, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, cette transition, cette aisance. Et effectivement, les enfants sont généralement très aisés. Ils passent d'un point à l'autre avec beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité. Ils plongent dans la piscine, ils font plein de choses. C'est ça. Ils sont très animés, quoi. Ils sont très animés alors que les autres sont beaucoup plus figés. Et il paraît que Clouzot était, mais ça ne surprendra personne, absolument odieux avec les enfants. Elle est parquée en disant vous restez là, vous attendez. Bon, d'ailleurs, il n'a pas eu d'enfant, hein, Clouzot, mais j'ai envie de dire tant mieux pour les éventuels enfants parce que ça aurait été, je pense, assez terrible. Il y a aussi, j'ai noté un petit truc. Alors évidemment, ça va sembler... mais bon, il faut quand même que j'en parle. Sur toute la fin du film, Vera porte une nuisette qui est quand même très transparente. Et je peux pas m'empêcher de penser, parce que maintenant on sait et on verra avec un autre de ces films que Clouzot était probablement fétichiste, ça c'est certain, probablement sadomasochiste. Et là il y a quand même un côté très fétichiste avec cette nuisette puisqu'elle est toujours, je veux dire, on ne peut pas ne pas voir ses seins en fait quoi. Ils sont toujours présents à l'écran. Donc il y a un côté, il érotise à fond son épouse quoi, vachement. Il avait déjà érotisé vachement dans Le Salaire de la peur. Là ça continue. Oui. Enfin je doute pas qu'il était très amoureux de Vera, mais je pense aussi qu'il a quand même tiré beaucoup profit de ça quoi. De ça. Et quand même, il faut quand même rappeler que Vera était vraiment cardiaque. Oui. Vera Clouzot était vraiment cardiaque. On le répète. On le répète, elle a été opérée du cœur en 56, elle en est morte d'une crise cardiaque en 1960. C'est ça. Voilà. Ça fait voir la scène de fin d'une autre manière, je trouve. Oui, de toute façon, il l'avait déjà mise en scène dans Brasil, pardon. Elle est morte à 46 ans. J'étais en train de vérifier, j'étais pas sûr, c'est vraiment très jeune, quoi. Et cette scène de mort, elle est obscène, quoi, vraiment.
Elle est obscène. Bah, surtout en sachant qu'elle était vraiment malade. Bah, c'est ça, Si on a, oui. on a doublement mal pour elle. Bah, une scène de mort, c'est jamais très plaisant, mais on n'est pas obligé de montrer la mort. D'ailleurs, je lis en ce moment Conversation avec Claude Sauté de Michel Bouju, hyper intéressant, et il raconte pourquoi il montre pas la mort. En fait, il dit qu'il trouve ça obscène, que ça n'a pas d'intérêt, et qu'en fait, au final, c'est plus intéressant parce que le spectateur, lui, va remplir cette scène-là de son imaginaire à lui, donc ce sera forcément plus riche. Bah, Clouseau, il fait un autre choix, là, que ce soit dans la baignoire ou avec la sortie de la baignoire. C'est ça. Lui, il est pas là pour faire plaisir aux... Non, c'est pas son truc. Non. Là, cette scène, elle est très dure. Ouais. Et puis cette mort, ce dernier mouvement, tu sais, de tête qui tombe, là, on dirait qu'elle est décapitée presque. Enfin, c'est terrible. Vraiment. Bah, ça m'amène à moi une question Oui. sur la toute fin. Pourquoi est-ce que le commissaire, il n'intervient pas avant ? Il est quand même derrière la porte, quoi. Dès la première fois où je l'ai vu, ça m'a gêné. Parce que bon, on est content qu'il se fasse arrêter. Mais enfin bon. Bah, c'est là qu'on est dans un film à effet. Voilà. C'est là que C'est ça. les cahiers du cinéma avaient dit tant de talent pour une devinette. Bon, cahiers du cinéma, c'est pas forcément ma référence, mais Du cinéma. mais il y a de ça. Il y a juste ça qui me gêne parce que bah évidemment ils se font avoir, mais c'est pas crédible. C'est pas crédible que je vais attendre qu'ils tuent cette personne, comme ça je vais pouvoir Et là, ils seront bien pris. comme ça, je vais pouvoir les arrêter et les envoyer au bagne. Bah, si on se fie à la toute fin, avec la dernière scène avec l'élève moiné. Élève moiné Quelle imitation de Pierre Larquet. Ouais, fantastique. Bah, tu sais, c'est mon hobby, c'est ma passion. Dans cette scène-là, Vera est encore vivante. Elle est encore vivante. Bah, c'est le dernier mystère, c'est ça. On finit sur un dernier mystère. Voilà, mais peut-être qu'elle est d'accord avec l'inspecteur au final. Peut-être que l'inspecteur et elle se sont mis d'accord et que c'est pour ça qu'il n'intervient pas. Donc j'y pense là à l'instant, je sais pas du tout. C'est pas une théorie que j'ai craftée chez moi. Ouais, un double twist, quoi. Un twist sur le twist sur le twist. Pourquoi pas ? Et j'ai envie de le croire. Pourquoi pas ? Et bah écoute, je t'en reparlerai en parlant du remake. D'ailleurs. Ah bah oui, alors on va y venir. Je voudrais juste rajouter deux petites choses. La première, c'est que j'ai remarqué, et je pense que toi aussi, que Vera est quasiment toujours dans le fond du plan. En fait, le film joue non seulement avec le cadre, comme on l'a dit tout à l'heure, où elle ne peut pas sortir du cadre, elle est tout le temps encadrée, ou très souvent. Et c'est aussi un film qui joue avec la profondeur de champ. Vera est souvent au fond. Il y a même une scène où on l'accompagne. La caméra recule sans raison apparente. Elle dit un truc qui n'a pas tellement d'importance que ça. Et en fait, elle s'avance et elle est bloquée, littéralement bloquée, par Meurice et Signoret qui se font face, et donc elle n'avance, et la caméra continue de reculer, et en fait la mise en scène, c'est que Meurice et Signoret bloquent littéralement Vera. Alors il la bloque dans le sens où elle est arrivée, elle va pas discuter avec eux et leur tourner le dos, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, elle est souvent du fond, et en tout cas dans la deuxième partie c'est flagrant, elle est souvent au fond, et elle intervient comme si en fait elle était spectatrice, quoi. Comme si elle était spectatrice c'est ce qu'elle est, d'ailleurs, elle est spectatrice, elle est absolument pas active. Ouais. Bah, elle est spectatrice, elle est manipulée de toute façon, dans tous les sens. C'est une marionnette et on la regarde se débattre dans ce petit espace qu'on lui laisse. C'est une petite ruine, comme dirait Michel. Miguel, comme dirait Vera. Et alors après, il y a un dernier truc. Et après, si tu as d'autres choses à rajouter, c'est évidemment open bar, il n'y a aucun souci. Mais quelque chose que Clouseau fait, que j'adore, que je trouve incroyable, et là aussi je me demande dans quelle mesure ça avait déjà été fait. Je ne suis pas assez féru en histoire encore de cinéma pour savoir, mais il y a le plan, donc toute la scène finale est fantastique en termes de clair-obscur, on en parlait. Là, on a carrément des écrans noirs avec une raie de lumière, tu sais, de portes qui s'entrouvent, de trucs, de ci, de là. Et il y a un moment donné où en fait elle va voir quelque part et la caméra ne l'accompagne pas. En fait, la caméra se décale sur le couloir. Et ensuite, Vera re-rentre dans le cadre. Et là, cette fois-ci, pour le coup, pour aller dans le couloir et aller se diriger vers le fond, où il y a probablement une partie de la réponse, ou pas, on ne sait pas, à ce moment-là. Et je trouve ça incroyable qu'en fait, en 54, ils se permettent de lâcher comme ça... son personnage, en fait, là, le cadre est vide, littéralement, il y a juste un couloir. Et c'est des choses qu'on retrouvera notamment dans Taxi Driver. J'allais le dire. Voilà, mais je ne sais pas du tout si ça a été fait avant. J'aimerais bien savoir, ça serait intéressant. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je trouve ça fantastique, quoi. Je trouve ça incroyable. Mais c'est ça, vraiment, il tente des choses, quoi. Il est osé, il est vraiment, il en a rien à foutre, quoi. Il tente. Et d'ailleurs, je crois, là aussi, à vérifier que c'est un des premiers retournements finaux, pour ne pas dire twist, du cinéma. Bah oui, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Après, on en parle avec Psycho, et Psycho est un film fantastique, ne me prenez pas, je trouve qu'il est incroyable, il n'y a pas de problème. Et c'est aussi un film en deux parties. Alors là, c'est moins probant, quand même. Là, ça s'enchaîne quand même. Il y a quand même pourtant deux parties, avant et après
le malaise cardiaque, enfin le malaise cardiaque, le médecin qui vient la voir, le cardiologue la visite du cardiologue, je vais y arriver, avant et après la visite du cardiologue. Mais ce que fait Hitchcock dans Psycho, ça a déjà été fait en fait, quoi. Clouseau l'avait déjà fait. Donc ce twist-là, effectivement, c'est probablement un des premiers films où il y a twist et retwist, j'ai envie de dire. C'est pas twist et retwist. Twist again. Voilà. Twist again, exactement. Alors c'est pas le. J'ai regardé un peu, c'est pas le premier, mais c'est dans les tout premiers. Ouais, quoi. ouais. Tu veux rajouter quelque chose ? Je voulais, comme d'habitude, finir sur les thèmes du film qui sont, on en a parlé, hein, la manipulation, la culpabilité qui tend vers la paranoïa, la superstition, et puis encore et toujours les méandres de l'âme humaine entre ombre et lumière. Et c'est pour ça que moi, en fait, en y repensant, tant dans les thèmes que dans le traitement de l'image, ça m'a rappelé Le Corbeau. Oui. Tu sais, tout ce jeu sur l'ombre et la lumière que Pierre Larquet fait avec Pierre Freinet, sur l'ampoule, etc. Là, c'est pareil, là, il y a du clair-obscur. Et d'un autre côté, sur le thème du psychisme des personnages, la paranoïa, la jalousie, la culpabilité, je suppose que ça, enfin, on en a parlé aussi, ça annonce l'enfer. Clairement. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. C'est, pour moi, là, on est vraiment, de toute façon, depuis 2-3 films déjà, on y est, quoi. On y est. Est-ce que tu dirais que Les Diaboliques, c'est ton préféré de Clouzot ? C'est pas mon préféré, je pense que c'est peut-être le plus accessible. Ouais. C'est un film policier qui est très bien fait, donc je pense que c'est peut-être un des plus connus, un des plus accessibles, mais non, je crois pas que ce soit mon préféré. Je rebondis sur le fait que c'est un très bon film policier, c'est ce que Clouzot avait déclaré. J'ai fait un film policier, rien de plus. Ouais. Et je suis d'accord dans le sens où c'est un film qui est très bien fait, qui a une très bonne atmosphère, mais que ça reste un sujet qui est assez mineur en fait. Oui. Là, on est vraiment dans le style qui prime sur le récit ou la narration qui prime sur le message, quoi. À la Hitchcock, finalement. Exactement. À la Hitchcock. Après, c'est vrai que... Moi, en fait, ce que j'admire dans ce film, c'est que c'est sa tenue. C'est-à-dire qu'il est extrêmement bien ficelé, il fonctionne très bien. Là, je te dis, ça fait 3-4 fois que je le vois, ça marche, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis à la 4e fois, je connais la fin, tu vois, je sais très bien ce qui va se passer. Mais du coup, je découvre des petits détails, des trucs comme ça, et il est... tout s'enchaîne merveilleusement bien. C'est pas loin d'être un film parfait, en fait, dans le sens où il n'y a pas de scène en trop, il n'y a pas de scène... C'est ça. Je pense que c'est un film parfaitement fait. C'est ça. Parfaitement réalisé. Ouais, je suis d'accord avec toi. À l'inverse du remake. Quelle merveilleuse transition. Je bosse. Hein. Qui a été réalisé en 1996 par Jeremiah Chechik, je ne sais pas comment ça se prononce, et que j'ai regardé par acquis de conscience. Ouais. Alors, donc avec Chaz Palminteri qui joue l'homme, hein, le mari et l'amant, Sharon Stone qui joue l'amante, Isabelle Adjani qui joue la femme, et Kathy Bates qui joue la femme policière qui va mener l'enquête. D'accord. Donc on retrouve plein de choses du film. Hein. Sharon Stone, elle est blonde, des cheveux courts, elle s'habille un peu comme une bimbo. Ouais. Alors bon, on reste dans les années 90. Hein. Oui, c'est ça. Isabelle Adjani, elle est brune, elle est terne, elle a été élevée chez les sœurs aussi, elle s'habille en noir, elle est effacée, etc. Quoi. J'ai du mal à croire quand même que Chaz Palminteri soit en couple à la fois avec Sharon Stone et Isabelle Adjani, mais bon, pourquoi pas. C'est dans l'histoire, c'est bien ça. Alors, c'est pas un film horrible hein, non plus, contrairement à ce que j'ai pu lire. C'est pas un très bon film. C'est un thriller qui est pas très intéressant, qui sent les années 90 et qui donc perd évidemment à la comparaison avec le film de Clouzot. Il y a un côté, évidemment, ils ont voulu sexualiser plus, donc il y a des scènes de sexe. D'autant que je crois que elle a fait Basic Instinct et Casino, quoi. Basic Instinct, c'est ça. Donc il y a des scènes avec l'acteur masculin et les femmes, et il y a même une scène entre Sharon Stone et Isabelle Adjani, tu vois, parce que tant qu'à faire, autant sexualiser un petit peu tout ça. Et puis comme je pense que tu ne vas pas le voir, il y a des chances que je le vois pas. Je vais me permettre de parler de la fin. Oui. Puisque donc elles reprennent le même schéma, immersion dans la piscine, etc., sortie dans la baignoire. Mais en fait, Isabelle Adjani n'est pas morte. Elle a une crise cardiaque, mais elle ne meurt pas. Attends. Si vous voulez voir le remake, coupez le podcast maintenant. Mais non, mais pourquoi vous iriez le voir? Non, mais je sais pas. Il y a peut-être des gens que ça intéresse, tu vois. Donc juste, voilà. Là, ça va divulgacher le remake. Mais c'est ce que j'annonçais quand je te disais tu vas pas. Oui, le voir, pardon, c'est vrai. Donc tu imagines hein, qu'Isabelle Adjani, Chaz Palminteri sort de la baignoire, Isabelle Adjani elle a sa crise cardiaque, Sharon Stone revient, on découvre qu'ils sont ensemble, mais en fait Isabelle Adjani n'est pas morte. Et Sharon Stone qui avait des remords décide de la sauver, donc elle se bat avec Chaz Palminteri, elle le tue. Elle décide de le remettre pour de vrai dans la piscine. Mais en fait il n'est pas mort, il ressort de la piscine et elles se battent, et là elle le tue pour de bon.
Et Kathy Bates débarque et décide de les couvrir parce qu'elle a compris que c'était un salaud. Et en fait, elle dira rien. Voilà, Ouais, d'accord. c'est américain. Oui, voilà, c'est-à-dire que c'est stop. Rebondissement sur rebondissement sur rebondissement sur rebondissement, ça fait un peu trop pour un film qu'on n'avait pas besoin. Ouais. Bon, enfin, voilà, c'est sûr que de toute façon, on peut s'interroger sur la nécessité d'un remake d'un film pareil. Hein. C'est toujours pareil, C'est ça. je vois pas bien l'intérêt là. Il est en couleur. Oui, voilà. Ça aurait fait plaisir à Clouseau qui voulait des couleurs interprétées. Là, c'est raté, quoi. Alors moi, je voulais te parler d'un film que j'ai donc mis en rapport avec celui-là et que j'ai vu il y a pas longtemps. Bien sûr. J'ai cherché, alors là, là, c'est même pas la peine d'essayer de chercher un film qui soit en rapport direct avec les Diaboliques parce que trouver un film où il y a un trio, bon, avec des rebondissements, tout ça, c'est très compliqué. Ça doit certainement exister, hein, je dis pas l'inverse, mais j'avais pas envie de me prendre la tête à ce point-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais en profiter pour caser un film que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai adoré. Et il s'agit de Sleuth de Joseph L. Mankiewicz, donc Joseph Leo Mankiewicz, énorme monument de cinéma américain et mondial, et qui en français, donc le titre c'est Le Limier. Avec Michael Caine et Laurence Olivier. D'un seul coup, j'avais un trou. Laurence Olivier, donc deux énormes monuments du cinéma, une fois de plus américain et mondial. Enfin, je devrais dire deux énormes monuments du cinéma britannique, puisque Michael Caine et Laurence Olivier sont tous les deux des Britanniques. Et film pareil, à twist, à rebondissement, avec manipulation des uns et des autres. J'ai trouvé ça... Et c'est aussi un huis clos, là pour le coup, un vrai huis clos. Hein, ça se passe dans un seul endroit. Tu l'as vu toi, David, Oui. Le Limier? Oui, je l'ai vu, j'ai adoré. Voilà. Monument, hein, Bien sûr. extraordinaire, Ouais. superbe film, deux prestations fantastiques de la part de Kane et de Olivier. Voilà, j'ai trouvé ça fantastique et je trouve que c'est un beau film à voir ensuite. Alors par contre, c'est un très beau film à voir si vous le trouvez, parce qu'il est tout bonnement introuvable. Donc là, il faut avoir un oncle qui habite aux États-Unis et qui peut vous aider peut-être avec un solide VPN. Mais sinon c'est mort. Hein. Sinon, c'est... Ce genre d'oncle-là. Voilà, exactement. Un oncle qui s'appelle NordVPN. Un oncle à VPN. Voilà, c'est ça. Parce que, voilà, là, sinon, enfin, moi, je l'ai cherché, même en Blu-ray, je voulais l'acheter ou quoi, introuvable. Introuvable. Ou alors à des prix qui sont vraiment prohibitifs. Hein. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, on n'en parle jamais dans le podcast, comment trouver les films de Clouseau. Et ben, j'ai envie de vous dire, ça dépend des films. Parce qu'il y en a qui sont facilement trouvables en DVD. Si vous les voulez en Blu-ray, la plupart vont être trouvables. Alors, pas les premiers. Hein. L'Assassin habite au 21, je crois que c'est un peu compliqué. Le Corbeau, je crois qu'on peut le trouver facilement. Le Salaire de la peur, le Blu-ray, il est à un prix prohibitif. Hein. Je crois que c'est 100 € le Blu-ray. Enfin, c'est du délire, quoi. Avec évidemment aucun bonus. Hein. Là, on parle juste du film. Donc, c'est difficile, quoi. Mais voilà, celui-là, là, Le Limier, très difficile. Pas du tout restauré ni remis en circulation par le distributeur. Donc, bonne chance. Mais si vous pouvez le voir, si vous avez l'occasion de le voir, sautez dessus, allez-y. J'en parlerai peut-être dans un cinécure. Eh ben, de mon côté, au début, j'avais pensé parler des Disparus de Saint-Agile, D'accord. qui est un film de 1938 réalisé par Christian Jacques, tiens, Ouais. parce que ça se passe dans un pensionnat, alors avant la Première Guerre mondiale, et il y a des enfants qui mènent une enquête, parce qu'il y a des choses, il y a des disparus. Voilà, j'en dis pas plus, parce que c'est finalement pas de ce film-là que je voudrais parler. Voilà, je suis comme ça, moi. Mais un film qui est assez connu, mais ça fait pas de mal d'en parler, c'est Le Crime de l'Orient Express, Ah oui. réalisé par Sidney Lumet en 1974, parce que j'aime bien Sidney Lumet, et je sais que Who toi Done aussi. It. Un whodunit, mais avec du twist à la fin, quoi. Ouais. Et parce que c'est adapté d'un roman policier d'Agatha Christie, donc je trouve qu'on retombait un petit peu sur nos pieds. On l'a vu ensemble, non? On l'a pas vu ensemble, celui-là? Je ne sais plus. Ah, mais si, je crois bien. Ouais, on l'avait vu ensemble. On ne dira pas dans quelles circonstances, parce que Non, c'est la vie privée. Ça ne regarde personne. Mais oui, je pense qu'on l'a. Je l'ai vu plusieurs fois. Mais oui, je pense qu'une des fois, ça a été Ouais. Une des fois, ça a été ensemble avec cette ambiance aussi. Puis j'aime bien les films avec les trains, j'aime bien les films policiers, les films à twist. Ouais. Donc Et quel pour moi, cast. Quel et cast. ben voilà, ce casting et là aussi, il y a de la manipulation évidemment. Ouais. Et il y a et là aussi, il y a du. Finalement, en fait, si, là aussi, il y a du policier qui semble pas être très doué, et puis finalement qui va arriver à retourner la situation, bien sûr. Ouais, c'est bref, c'est des films très très bien là. Tout ça, régalez-vous. Le Limier ou le Crime de l'Orient Express, très bien. Et je note les disparus de. C'est disparus de Saint-Agile, c'est ça? Les Disparus de Saint-Agile, Ouais. c'est là aussi d'après un roman de Pierre Véry que j'aime bien, scénario de Jacques Prévert, je sais pas si tu connais. Réalisé par Christian Jacques, et puis d'ailleurs dans le rôle d'un des professeurs, Eric von Stroheim. Tiens. Et Michel Simon.
Ah oui, Voilà, donc, bon, ouais. bon, un Que des petit jeunes. film, quoi. Un petit film. Que des jeunes. Mais ouais, bon, bah, très bien. Je note. J'en rajoute à ma liste, à ma Voilà, longue liste de c'était films à mon voir. conseil. Parfait. Et ben écoute, je te propose qu'on s'écoute un petit extrait du film et qu'on se retrouve pour la conclusion de l'épisode. Ça me paraît de bonne loi. À tout de suite. Eh bien, avec tout ça me paraît plutôt rassurant. J'ai l'impression que vous êtes alarmé un peu vite. Samedi, votre mari était encore ici. Ça ne fait que 5 jours. Et vous allez déjà le chercher à la morgue. L'article du journal m'avait bouleversé. Un homme brun de 30 ans, Hum. mesurant 1m70. Mais ma petite dame, des hommes bruns paraissent en 30 ans, mesurant 1m70, il y en a 100 000 à Paris. Sans compter les cousins de province en balade. Non, et puis, vous songiez au suicide, je suppose. Oui, enfin, je sais pas. Quand on se suicide dans la Seine, on se met pas tout nu. Non, moi j'envisage une autre hypothèse beaucoup moins tragique. Quand je dis hypothèse, je pense... Femme. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. J'ai été sotte de m'inquiéter et de vous déranger. Tenez. Non, Permettez-moi. je veux pas vous voler votre argent. Rappelez-vous nos conventions. Si je ne trouve rien, vous ne me devez rien. Ah. Mais soyez tranquille, je trouverai. Et voilà, Ciné Essentiel épisode 6, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Ciné Essentiel est une mini-série Cinécure et c'est sous ce nom que vous pourrez la noter dans votre application de podcast préférée si celle-ci accepte les notations. C'est important pour le référencement. Cet épisode a été créé par David Emmanueli et moi-même, Charles-Édouard Wasselin. Il est produit par Adrien Larouzet pour Vaisseau Hypersensas. Alors David, où peut-on te retrouver ce mois-ci ? Eh ben, écoute, j'ai eu un petit article sur l'association dont je suis coprésident dans le magazine Nantes Passion, donc la ville où je vis. Eh ben parfait, très bien, génial. Quel mois exactement ? Janvier. D'accord, parfait. Bah, si vous avez Nantes Passion chez vous, vous ouvrez, cherchez au mois de janvier, et vous ouvrez l'article de David Emmanueli. Quant à moi, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, @charledy, où je parle de cinéma régulièrement. Je vous rappelle qu'un nouvel épisode de Cinécure sort tous les premiers mercredis du mois, suivi la semaine suivante d'une vidéo sur la chaîne YouTube de Cinécure, c'est une nouveauté. Puis c'est Ciné Essentiel le 3e mercredi du mois, et enfin Cinexplore, le nouveau rendez-vous qui commence la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça. David, le mois prochain, de quel film parlerons-nous ? Alors ce sera en quelque sorte un double épisode avec un détour artistique pur et un film kafkaïen. Clouseau n'en a pas encore fini de nous surprendre. Ça, c'est clair. Bah écoute, prenez soin de vous. J'espère que ça t'a plu, toi David, de faire cet épisode avec moi. Moi, ça a été un régal. Oui, j'en étais ravi. Franchement, j'ai redécouvert Les Diaboliques. Tu vois, je pensais l'avoir vu. Je me suis dit, ouais, ça va, je connais et tout. Et il y a des choses qui m'ont encore touché, qui m'ont encore plu et ému. Donc franchement, c'était super. Et ben alors, l'objectif est atteint. Exactement. Et j'espère que ça vous a plu à vous tous aussi. On se dit au mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Découvrez plein de films. Ciao. À bientôt.